Bon, alors la première chose, elle est un peu protocolaire, si Oui. vous voulez, puisque comme c'est pour les archives, ça compte beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, votre nom, votre lieu et votre date de naissance? Moi, je m'appelle à l'origine Marceline Rosenberg. Je suis née le 19 mars 1928 à Épinal, Vosges. Est-ce que vous pouvez me décrire en fait le milieu familial dans lequel vous venez au monde? Ben, je viens dans un milieu de... Mes parents sont des juifs polonais, émigrés pour mon père en 1919, ayant déjà euh, deux enfants euh, nés en Pologne. Et ils viennent en France pour fuir les pogroms de cette époque où le numerus clausus leur imposait l'impossibilité d'aller à l'université et où bon, les garçons allaient quand même dans la mesure du possible à l'école polonaise. Et comme c'était une région, le Lodz, occupée par les Russes, à la fois ils parlaient russe, polonais et yiddish. Donc je viens d'une famille très traditionnelle, puisque mon grand-père paternel était shoichet, je ne sais pas si vous savez, était chargé du rituel de tuer les animaux pour la communauté. Et c'était une famille très pieuse. Je suis de deux familles très pieuses, comme on l'était en Pologne à l'époque. Mais pour mon père, déjà, quand il me racontait le peu que j'ai su de lui, quand il racontait sa jeunesse, c'était après avoir été formé dans une yeshiva, après avoir été aussi à l'école polonaise, donc parlant polonais, écrivant l'hébreu, écrivant le yiddish en hébreu. Il pensait qu'à l'évasion du samedi, foutre le camp, mettre un chapeau haute forme, parce que la mode était de la britannique avec des chapeaux haute forme, et puis en France aussi on portait des chapeaux haute forme, et une canne et se promener dans les rues. Et mon père, très tôt, a fait partie de cette génération sioniste. C'est-à-dire, mon père était très jeune sioniste. Parce que le sionisme est né dans les années 60. Bon, il est né en 1900, ou je pense à peu près, ou 1901. Donc, voilà, et le désir, il y avait déjà eu l'affaire Dreyfus, Herzl avait rêvé lui-même de Madagascar à l'époque, et finalement, c'était, ce qui a primé, c'est ce qui est dans toutes les prières juives depuis la nuit des temps, c'est l'année prochaine à Jérusalem. Voilà, et c'était à cette époque la Palestine, parce que Palestina, ça vient de l'hébreu et pas du tout de ce qu'on croit de l'arabe. Palestine, aller en Palestine, c'était l'année prochaine à Jérusalem. Voilà. Donc votre père est assez engagé Alors politiquement? mon père est engagé, il lutte, il ramasse de l'argent pour acheter des terres en Israël, comme tout le monde achète des terres en Israël. Et jusqu'en 47, toutes les terres ont été achetées en Israël. Après, il y a eu la guerre, les luttes, bon, ça c'est une autre période. Donc, mon père est sioniste, il est même président de la communauté juive de Nancy à une époque où il habite à Nancy et où même aujourd'hui dans cette bibliothèque de la rue des Ponts, ça s'appelle, il y a une grande plaque en marbre, non, ou en bronze, je sais pas, avec la date de mon père de naissance et sa date de déportation. Il est honoré par la communauté toujours de Nancy. Et ma mère l'a suivi dans ne pas se marier sans porter de perruque. Elle s'est mariée sans. C'était un mariage d'amour. Ils se sont rencontrés, ils se connaissaient avant. C'était pas un mariage arrangé. C'est ce qu'ils ont toujours dit, qu'ils étaient aimés d'amour. Ma mère avait 16 ans, mon père avait 17 ans. Comment? Et ma mère a refusé de porter la perruque pour se marier. Donc c'était déjà un mariage plus moderne.
Et donc, mes parents sont venus pas en même temps en France. Ma mère a rejoint, elle avait déjà un enfant, puis après elle a eu un deuxième enfant. Elle est venue une première fois, elle est repartie, parce qu'elle attendait un deuxième enfant, puis ils étaient très pauvres. Et mes parents, mon père s'est arrêté à Berlin, mais là je n'ai pas de... Je me souviens globalement qu'il en avait gardé un souvenir fabuleux de Berlin des années 20, sous la République de Weimar. Mais il n'y avait fait qu'un court séjour dans sa traversée de la Pologne vers la France, avec l'idée de partir en Amérique. Mais déjà l'affaire Dreyfus, le fait d'avoir lu Émile Zola, Balzac traduit en hébreu ou en yiddish, l'incitait à la France. Mais bon, ça je peux pas vous le préciser vraiment, quoi. Et ma mère l'a suivi, donc ils appartenaient à la communauté juive étrangère de Nancy, ils se réunissaient, il y avait les sionistes, puis après il y a eu il y avait aussi sans doute les communistes, mais mon père, il avait un frère communiste et ma mère avait deux frères communistes et mon père était absolument pas communiste, il était libéral, voilà, c'était plutôt un centriste un peu à droite ou un centriste de droite un peu à gauche. Enfin, en tout cas, il croyait pas au communisme, il était absolument contre. Je me souviens de mon enfance, nous habitions à Nancy à ce moment-là. Mon père avait une usine de tricotage parce que ils avaient grimpé au fur et à mesure. Mes parents sont arrivés. Ma mère travaillait comme bobineuse au coton DMC de Belfort, et mon père travaillait comme manœuvre. Donc ils ont commencé vraiment au bas de l'échelle, mais comme il n'y a pas que la persévérance juive, il y a aussi la persévérance chinoise, comme ça. Le sens du travail, le sens de la famille, le sens que la vie des enfants soit meilleure qu'à la vôtre, et de tout faire pour ça. Ils ont économisé, ils ont dû manger des pommes de terre avec des têtes de hareng pendant des années pour économiser de l'argent et avoir déjà un stand dans des marchés. Donc ils ont commencé vraiment au bas de l'échelle, mes parents. Après, ça a été un magasin, après, ça a été une usine de tricotage. Puis mon père a eu un prix à la foire de Nancy parce que il faisait un tricotage qui n'était pas du tout encore très développé ou pas très à la mode. Il avait fait venir des machines, je sais pas d'où, pour faire du jacquard. Mais c'était pas le jacquard de Lyon, c'était le jacquard qui venait de Suède. Donc c'était, voilà. Donc j'ai connu mes parents assez aisés, assez pauvres, repauvres, re-aisés. J'ai connu nous sommes 5 enfants et nous avons vécu les uns et les autres des moments différents de la vie de nos parents. Voilà. Mais maintenant, nous ne sommes plus que 3. Alors, juste après la Grande Guerre, quand vos parents s'installent en France, est-ce qu'il y a déjà de la famille éloignée en France ou est-ce qu'ils sont les premiers? Oui, ils font tous venir, leurs cousins, leurs cousines, leurs frères. Mon père a fait venir son frère, mon père et ma mère ont fait venir 2 frères de ma mère. Donc, comme ça, on faisait venir les gens et on les aidait à s'installer, on travaillait tous ensemble, en famille, jusqu'au moment où où on s'entendait plus, où chacun pouvait voler mieux de ses propres ailes, se connaissait un peu le français, commençait pas à s'intégrer, mais les Juifs, ils ont déménagé pour s'installer. Ils sont pas venus pour retourner. C'est ça qu'il faut comprendre. Et mes parents, pareil. Donc voilà, je suis une enfant d'émigré, mais quand même très vite, j'ai senti la différence d'être une étrangère. Alors dites-moi... Et d'être une juive polonaise, et pas une juive française, pas une israélite. Alors dites-moi à l'école, il y avait les israélites, notamment c'était plus dans les plus grandes classes que quand j'étais à Nancy, en 11e, 10e, 9e... Je crois que je suis allée jusqu'à je sais plus si c'est la 9e ou la 8e. Dans ces classes-là, on se rendait pas compte, en tout cas jusqu'à la 9e, on se rendait pas compte. Et après, j'étais quand même, on a dû déménager à Épinal pour des revers de travail, de fortune même, on peut dire.
Donc ma mère a ouvert un magasin, elle travaillait plus de la même manière pendant un certain temps, et puis un deuxième, et puis mon père a refait les marchés, donc je veux dire que c'était des travailleurs, quoi. C'est des gens qui donnaient tout à leur travail et à leur famille. Et alors, il y avait un sentiment de solidarité familiale. Moi, j'ai deux copines. Il y en a une qui est née la même année que moi, je la connais depuis qu'elle est née. Et une autre qui a eu 1 an de moins, je la connais aussi depuis. On vient toutes d'Épinal. Et on se voit encore aujourd'hui. Parce qu'elles ont eu d'autres aventures. Elles n'ont pas eu les mêmes aventures que moi pendant la guerre. Alors, ça va comme ça? Oui, c'est très très bien, c'est magnifique. Je sais pas. C'est très très bien. Je parle comme je suis. Hein. Oui, c'est très bien. Voilà. Oui, oui. Tout à l'heure, vous dites j'ai senti que j'étais juive ou sentir qu'on est juif. En quoi? D'abord, on l'a senti parce que nos parents, ils nous mettaient toujours à la campagne. Et ma petite sœur y avait été élevée jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, parce que c'était une période où justement ma mère devait retravailler. Et puis elle a eu encore un dernier enfant juste en 37. Puis elle était très malade. Bon, donc il y a eu des complications familiales de vagues, comme ça dans la vie, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, tout va bien, tout d'un coup on perd tout, il faut être c'est ça là, savoir être préparé à être tout et être rien, c'est ça qui est bien. Et donc mais nos parents, chez ces gens-là, dès le 37-38, on sentait les juifs, ils parlaient des juifs, et nous on était des juifs. Et on allait chez eux depuis 1930 ou 31. Vous voyez, des années. La dame, on l'appelait grand-mère, c'était notre grand-mère. Mais c'était au-dessus de Gérardmer, dans un bled qui s'appelait Longemer. Voilà. Il y avait le lac de Longemer, et le lac de Gérardmer, et le lac de Retournemer. Donc on était chez des paysans qui avaient des vaches avec le tas de fumier devant la porte. Le travail principal de ma mère, c'était de nous épouiller quand elle venait nous voir. Il y avait 5 gosses, il fallait épouiller non seulement les siens, mais les autres pour ces gosses ne rattrapent pas des poux. C'était comme ça. Les toilettes, c'était dehors. Il fallait sortir en pleine nuit. C'était des cabines en bois avec voilà. C'était très prohibé. Donc on a été habitués à une vie dure, à dormir dans des chambres froides, donc assez. On n'était pas élevés comme. On était gâtés, mais on n'était pas élevés comme des enfants protégés, quoi. Donc là, on était élevés à la vie dure que tout le monde vivait. Vous décrivez des vacances où vous alliez dès le début des années 30. Moi j'adorais parce que j'allais garder les vaches, j'attrapais les grenouilles dans les rigoles. Mon frère allait pêcher à la truite, c'était interdit dans les ruisseaux. Oui, c'était bien. C'était une famille non juive. Mais c'était des catholiques. Ils s'appelaient Durand-Berger, des Vosgiens, dont une partie de famille était alsacienne, des paysans vraiment pas riches, mais qui avaient quand même une dizaine de vaches. Un cheval ou de trait ou des choses comme ça, des poules, et la grand-mère faisait du fromage qu'elle allait vendre au marché. Elle faisait 10 kilomètres pour aller vendre une fois ou 2 par semaine, ou je sais plus, le fromage, et c'était la voiture qui venait, c'était la fête des enfants, quand l'épicerie arrivait jusqu'à 100 mètres de la maison. Et est-ce que vous étiez membre, vous et les enfants de la famille, d'organisations de jeunesse? Moi, il y a des photos de Nancy où ma mère et mes parents sont avec, je sais pas, il y a 50 personnes sur la photo. Oui, on était dans des communautés. Mes parents étaient dans des communautés juives. Mes parents ont toujours été dans des communautés juives. Et moi, j'ai commencé à aller pour apprendre l'hébreu et pour apprendre les prières juives. J'ai commencé quand j'étais en 7e. Donc à Épinal, ou dans un lycée de garçons, parce que ma mère, il n'y avait pas de collège de jeunes filles, et ma mère ne voulait pas nous mettre à l'école communale. Donc elle avait réussi à convaincre, je ne sais pas comment, le directeur du lycée de garçons de nous accepter, ma petite sœur et moi.
Et moi, je devais être en 8e. Oui, en 8e. Et ma petite sœur avait 4 ans de moins que moi, elle était presque à la 11e, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, on était peut-être 10 filles, dont j'étais la seule juive au lycée de garçons. Donc, les luttes, elles n'étaient pas entre les juifs et les non-juifs, elles étaient plutôt entre les filles et les garçons. C'était très violent. Et les cours, qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Ben moi, j'ai beaucoup souffert parce que je suis gauchère. Et j'ai été battue pour devenir droitière. Et je recevais des coups d'oncle et on me mettait le bonnet d'âne tout le temps parce que j'écrivais de la main gauche. Et j'ai été tellement rouée de coups là, finalement aujourd'hui, je fais tout de la main gauche, mais je ne peux pas écrire, je n'écris que de la main droite. Voilà. Donc je me souviens de ça, et aussi du fait que j'étais rouquine, parce que j'ai toujours été rouquine, et qu'ils avaient inventé des chansons sur la rouquine a fait des petits, tire, lire, relire, des chansons sur Marceline la rouquine, des trucs comme ça. Mais de cette école-là, c'est plutôt après, en 6e, quand je suis allée à l'école, au collège de jeunes filles, parce qu'il n'y avait pas de... Je ne pouvais plus continuer avec les garçons, je pouvais aller que jusqu'à la 7e. Donc en 6e, c'est l'année de la guerre, en 1939. Je suis rentrée en 6e. Donc c'était l'année où il fallait porter les masques à gaz pour aller à l'école. C'est le début de la guerre, septembre 1939. Est-ce que vous pouvez me parler Et là, aussi, oui, il y avait des Israélites. C'est là où j'ai compris la différence. Parce qu'ils ne nous recevaient pas. Il y avait toujours l'idée, les Juifs français ne nous reçoivent pas. C'est nous qui provoquons l'antisémitisme. Pour eux, pour les Israélites, c'était les Juifs émigrés qui provoquaient l'antisémitisme en France. Parce qu'ils étaient pauvres, ils n'étaient pas forcément dans des rues riches. Ils débutaient, ils commençaient, ils étaient chineurs. Vous savez ce que c'est le métier de chineur? Ben, ils étaient chineurs, ils étaient, c'est-à-dire colporteurs, ils faisaient les marchés, ils avaient petit à petit, ils ouvraient des boutiques, une boutique, deux boutiques, certains plus. Mais je veux dire, c'était le fruit d'un véritable travail et je ne me souviens pas qu'il y ait eu des protections financières comme il y en a aujourd'hui, parce qu'il n'y avait même pas la sécurité sociale. Mais ça passait par quoi, ça, justement, cette frontière entre... D'abord, elles n'étaient pas habillées comme nous. Elles étaient mieux habillées. C'est-à-dire, il devait y avoir des goûts de façon à habiller les petites filles françaises qui étaient différentes des juives polonaises. Il me semble. Moi, je me souviens d'avoir toujours envié les cheveux blonds d'une fille qui était très, très bouclée, qui s'appelait Catherine, qui portait des costumes de pêcheurs imperméables de style breton. Il faut avoir déjà une culture pour porter ça. Vous voyez, avec le petit revers, là, comme ça. Ou alors des imperméables blancs, incroyables, des imperméables. Nous, on portait des pèlerines. Hein. On ne portait pas des imperméables. Et dans ces années d'enfance, est-ce que vous percevez l'antisémitisme? Est-ce que ça vous arrive? Moi, je perçois plusieurs choses. D'abord, sur le plan politique. La première affaire que je perçois, c'est l'affaire Trotsky. L'affaire Trotsky qui a violenté toute la société. Vous savez, l'escroc Trotsky. Et puis aussi des mots juifs, mais ça, je peux plus... Mais je me rappelle bien Trotsky. Mais je peux pas certifier juif. L'affaire Trotsky, c'était en 32, non? Ou 33, je ne me rappelle plus. Dans ces années-là, première. Et puis aussi, plus tard, le Secours Rouge. J'entendais toujours ma tante qui était au Secours Rouge. C'était pour les républicains espagnols, à ce moment-là. Ça, ce sont mes premières idées qu'il se passe des drôles de choses dans la rue. Voilà. Et que les gens écrivent au Secours Rouge des choses que je ne comprends pas. Voilà. Et aussi, on racontait l'histoire dans ma famille que en 1937, j'avais un oncle, le jeune frère de mon père, qui était très communiste, et qu'il avait dit à sa femme qu'il était parti acheter une baguette de pain, qu'il était engagé dans les brigades internationales. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était une boutade?
ou qu'il était parti acheter un timbre ou je sais pas quoi, et qu'il était jamais revenu, il était parti dans les brigades internationales, mais qu'il était revenu bien après, quoi. Après les brigades, après être interné à Gurs ou des choses comme ça. Est-ce que dans votre famille ou dans l'entourage, on parle de ce qui se passe en Allemagne à partir de 1933? On n'en parle pas, mais il y a des Allemands qui habitent chez nous. Voilà. Mon père loge une famille d'Allemands qui sont émigrés, donc mon père il sait. Et ce monsieur, il s'appelait, je crois, si ma mémoire est bonne, Weintraub ou Weinstein, quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose avec le wine. Et ça, je me souviens qu'il est parti après, il est parti ailleurs. Et ce sont des Allemands immigrés qui étaient persécutés? Oui, c'est ça. Oui. Vous saviez s'ils étaient juifs ou pas? Je savais que j'étais juif puisque j'allais à la synagogue quand même. J'allais le samedi aussi suivre les cours d'hébreu et tout ça. Donc, mais en même temps, j'avais été très heureuse parce qu'il y avait une fille de l'école, une fille juive française qui s'appelait Francine Ecker. Moi, donc, je m'en rappelle des choses. C'est incroyable. Francine Ecker. Qui m'avait dit, tu sais, tu devrais venir avec nous aux petites ailes. Et moi, je savais pas ce que c'était les petites ailes. Et elle m'avait expliqué, c'était les scouts, on les voyait défiler dans la rue des fois. Et l'idée d'aller dans des choses collectives m'attirait énormément parce que j'étais une enfant assez seule finalement dans cette enfance. Sinon, elle me bagarrait avec ma petite sœur, à pas sortir dans la rue, quoi. J'ai commencé à sortir dans la rue, à jouer dans la rue. C'était déjà en 6e, quoi. Tout à l'heure, vous avez mentionné les cours d'hébreu, mais dans quelle matière vous étiez à l'aise à l'école? Qu'est-ce que vous aimiez? Moi, j'aimais beaucoup le latin et l'anglais. J'étais première en anglais. J'étais nulle en maths. Et je faisais des fautes d'orthographe. Et quelle langue on parlait à la maison chez vous? Alors, ma mère parlait fréquemment le polonais. S'il y avait une dame qui travaillait chez nous qui était polonaise, qui faisait le ménage, la cuisine, elle parlait avec elle en polonais ou en russe aussi. Elle parlait couramment plusieurs langues, ma mère, russe, polonais, elle comprenait le serbe, le tchèque. C'était incroyable. Elle a été souvent prise comme traductrice de jure au tribunal de commerce d'Épinal, parce qu'elle parlait plusieurs langues. Et mon père, mes parents, ils avaient 2 langues secrètes, le polonais et le yiddish. Et quand ils voulaient pas qu'on comprenne, ils parlaient yiddish. Et ces langues ou cette langue secrète, ces 2 langues que vous appelez secrètes. C'était 2 langues secrètes. Est-ce que vous y avez eu accès? En fait, le polonais, c'était ma première langue parce que j'ai été élevée par une bonne polonaise qui m'a été arrachée littéralement, donc j'ai oublié le polonais. Mais quand je suis en Pologne, il faudrait pas longtemps pour que je parle polonais, quoi. Je le sens. Et d'autre part, le yiddish m'est très familier, quoi. C'est-à-dire vous compreniez le yiddish finalement? Oui, je comprends le yiddish, mais je comprends pas très bien parce que, si vous voulez, je me suis éloignée. J'ai eu un parcours quand même très complexe, très, très, très important à analyser aujourd'hui d'ailleurs, je pense, hein, pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait encore ce parcours. Et donc le yiddish m'est familier, mais c'est vrai que moi j'ai une grande capacité d'apprendre les langues, je les apprends tout de suite. C'est-à-dire, je vais dans un pays, j'entends la chanson, j'entends d'abord la chanson, et après j'apprends les paroles. Ça va tout seul. Et la vie religieuse dans votre famille, ça se passe comment? La vie religieuse était restreinte. Mon frère aîné avait fait sa bar mitzvah. Ma sœur aînée, les filles, elles faisaient rien à l'époque. Donc rien du tout pour ma sœur aînée. Parce que j'avais une sœur qui avait 6 ans de plus que moi. Donc vous voyez, on était entre le premier et le dernier enfant, il y a eu 18 ans d'écart. Mais il y a 2 enfants qui se sont suicidés après la guerre. On n'est que 3 vivants. Donc mes parents étaient traditionnels. Mon père allait à la choule tous les samedis, mais je suppose que c'était plus pour voir ses copains qu'autre chose, comme beaucoup de juifs qui se retrouvaient à la choule le samedi. Et nous, on faisait les fêtes. On faisait les fêtes, Pâques,
le grand pardon, mais les enfants de jeunes n'est pas pour le grand pardon. Mais mes parents s'étaient tout à fait adaptés à la vie française. Et ce qu'ils voulaient avant tout, c'est qu'on soit des Français. Qu'on parle français, même si on ne comprend aucune langue, mais le français. Donc ils nous obligeaient à parler français avec eux. Donc ils ont beaucoup appris le français avec nous aussi d'ailleurs. Comme ça. Alors, mon père me racontait toujours qu'un jour il avait voulu acheter, il était au début où il était en France, et il voulait aller acheter de la viande et il ne savait pas comment on disait veau. Alors il est rentré dans la boucherie, il se demandait comment il allait expliquer qu'il voulait du veau. Alors il a regardé la dame, il lui a dit « Vous, vache, piti, piti !» Vous voyez comment il parlait, mon père. Et la femme a été surprise d'être traitée de vache, elle a compris qu'il se passait quelque chose. Il a essayé de s'expliquer, il a eu un mal fou à faire comprendre qu'il voulait des escalopes de veau. Donc les gens, oui, ils ont appris. Oui, ils parlaient avec un accent yiddish, mais de moins en moins, ma mère. Mais oui. Et les relations de votre... Je pense que pour mon père, ça a été tragique, l'idée d'être renvoyé d'où il venait, quoi. Ça, c'est... Je m'en suis pas rendu compte. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience quand je suis retournée la première fois en Pologne. J'ai dit, mais quelle horreur ça a dû être pour lui. Il s'était barré de là et c'est là qu'on le renvoyait, les Français le renvoyaient. C'est affreux, quoi. L'horreur. Quelles étaient les relations de votre famille et de vous-même, d'ailleurs, avec l'environnement français d'Épinal ? Ben moi, j'allais à l'école, donc j'avais des copines, mais les Françaises, aussi bien que les Israélites, ne nous recevaient pas chez elles. Il y en avait une, je me rappelle, qui m'avait fait rentrer une fois pour un devoir, je crois, chez elle. J'avais été tout à fait surprise du style. Il fallait mettre des patins. C'était super classe, quoi. Ça m'avait beaucoup impressionné, une famille bourgeoise, française, juive, quoi. Mais c'est-à-dire avec des traditions, avec une culture. Et chez mes parents, il y avait les meubles. En 40, on a eu les meubles des 40, en 30, on a eu les meubles des années 30, on avait les meubles de l'époque. C'est d'ailleurs comme ça que j'en ai, d'ailleurs. De ce qui est resté, de ce qui n'a pas été pillé, quoi. Donc oui, c'était... Alors qu'elles, c'était des meubles anciens, très bizarres, très cirés. Fallait mettre des patins pour marcher par terre. C'est mon seul souvenir, la seule fois où je suis allée. Mais par contre, cette Francine Ecker, elle a réussi à faire venir sa cheftaine pour convaincre ma mère de me laisser aller aux Petites Ailes. Et ça a été ma liberté, ma première liberté. Mon premier sentiment de bonheur d'être avec les autres. Tout d'un coup, d'être, pas comme à l'école, mais de faire des choses ensemble, des jeux, je sais pas quoi. Et ma mère, même une seule fois, m'a donné l'autorisation de camper, de dormir une nuit au bord d'un lac qui s'appelait... Oh, il y a un théâtre maintenant très à la mode dans les Vosges, de ce théâtre de l'étang de je sais plus quoi. Enfin, d'un étang. Alors, vous avez 11 ans au déclenchement de la drôle de guerre. J'ai 10 ans. En 1939, oui, j'ai juste 11 ans, je suis en 6e. Voilà. C'est ma première année de 6e. Quels sont vos souvenirs de cette période ? Les souvenirs, c'est d'abord le masque à gaz qu'il faut apprendre à mettre, et puis les alertes, d'aller dans les caves, de courir tout de suite dans les caves. Oui, surtout dans les années... En 40, début 40, les premiers bombardements allemands sur les Vosges. Parce que là, on habite dans les Vosges depuis 2 ans seulement. Avant, j'étais au lycée Jeanne d'Arc de Nancy. Et donc ensuite, j'étais à ce lycée de garçons 2 ans. 8e et 7e. Et qu'est-ce qui se passe donc pendant ces mois et à la fin de la drôle de guerre ? Comment ça se passe pour votre famille ? Dès que les Allemands arrivent, mes parents on fait tout l'exode. On a fait tout le trajet de l'exode. D'abord, la première chose, mon père s'engage. Mon frère est mobilisé en 1939, parce que mon frère aîné a déjà fait son PCB, est en première année de médecine.
Mon père s'engage dans la Légion étrangère, on le refuse parce qu'il a 5 enfants. Oui, tout le monde s'engage. Tous les juifs s'engagent. Tous les juifs en âge de lutter, ils s'engagent. Mes oncles s'engagent dans la Légion étrangère. Il y en a qui sont internés à Gurs, parce qu'ils reviennent, c'est des combattants de l'armée républicaine. Ils sont internés à Gurs, et puis ils sortiront de Gurs au bout de je ne sais plus combien de temps, et ils seront tous des partisans. Toute ma famille est une famille résistante. Et moi-même, j'écrivais Vive de Gaulle dans le train. Et j'ai été piqué par un employé qui a prévenu mon père. Je me suis fait engueuler. Et dans ma chambre, je me rappelle, un jour, mon père est arrivé, il était vert. Dans ma chambre à coucher, j'avais le portrait de Foch, Hoche, Clémenceau. Puis j'avais fait des espèces de décorations avec le V de la victoire et Vive de Gaulle. Oh, mon père est rentré, il a tout arraché. Il dit, mais t'es complètement folle, s'ils arrivent ici, ça va être terrible. Et il m'a tout arraché. J'avais trouvé ça dans un vieux grenier de la maison qu'on occupait. Des portraits de généraux, la guerre de 14. Donc vous traversez la drôle de guerre dans Donc cette région. On arrive, c'est très compliqué. On est bombardé, on court dans la nature, on voit des chariots abandonnés, des gens qui marchent à pied, c'est l'horreur. Puis je me rappelle, on traverse une ville, ma mère travaille même pour nous nourrir, elle travaille comme serveuse dans un restaurant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous nourrir. Hein. On est 4 enfants dans la voiture et eux 2. Et on arrive à Limoges, là il y a un minimum de communauté juive, on est logé dans une pièce où on vivra dans une pièce à 12 personnes. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait rien. Et je me rappelle d'avoir fait la queue pour... on envoyait les gosses faire la queue pour avoir 1 litre d'huile ou 1 kilo de sucre, des choses comme ça. Et là, je rejoins aussi en tant qu'enfant, il y a un minimum d'organisation de la communauté juive pour rassembler les enfants pour qu'ils ne traînent pas dans les rues, quoi. Parce qu'on n'aurait plus rien. Sauf ce que les parents ont pris sur le toit des voitures et dans les valises. L'essentiel, quoi. Et donc, de nouveau, ce bonheur de retrouver un lieu comme ça. Et je me souviens encore des chansons que j'ai apprises en hébreu à l'époque. Ouais. Quand je les entends, la radio juive, ça me fait vachement plaisir. On les entend pas souvent. Et ça dure combien de temps alors, Limoges, hein? Ben, je me souviens plus très bien. Parce qu'après, on va à Vichy. On va à Vichy parce que ma mère est malade du foie, elle doit faire une cure à Vichy. Donc on peut faire encore une cure en 40, dans un hôtel, et aller boire de l'eau. Et on est tous là, les gosses, parce qu'elle ne sait pas quoi faire de nous. On est tous dans le même hôtel. Et bon, ben, comme enfant, on est des mômes, hein. Donc on court dans les escaliers. J'ai plus souvenir de choses de mon petit frère. Mon petit frère était très fragile. Il y avait ma sœur aînée, mon petit frère, et ma petite sœur. On était 4, 3 filles, un garçon, un petit garçon. Et ma mère et mon père qui passent, qui cherchent sûrement où aller pendant ce temps-là. Et donc... Et après, on est allé à Lyon. Ça devait être en septembre ou octobre 40, peut-être. C'était froid quand même, je me souviens. Et on habite tous à l'hôtel des terreaux, derrière la place des terreaux. Et mon père doit chercher... Mes parents doivent chercher quoi faire, quoi. Parce que finalement, ils se décident de rester en zone dite libre. Ah bah oui, on est en zone libre quand même. Donc il n'y a pas l'étoile... On ne sait rien des lois de 40 encore. C'est vrai. Elles ne sont pas sorties. Oui. Et puis même pas sorties, même sorties, personne ne les a connues, c'est loin dans le détail. On savait il y avait des lois qui étaient appliquées, mais on n'avait pas les textes. Il n'y avait pas le système d'information comme aujourd'hui. Donc on ne savait rien. On savait que... Donc mon père, on vit un peu dans cet hôtel, et après nos parents mettent les 3 petits-enfants, dont moi,
dans une pension à 20 km de Lyon, mais une pension privée, un peu spéciale, où il y a beaucoup d'enfants de prostituées. Et on a dû lui dire que là, on viendra jamais, ou je sais pas. Et où il y a des enfants handicapés aussi. Ça, je me souviens, voilà. On mange un peu à part, mais quand même, on vit avec. Et on restera quelques mois, les 3 enfants, dans ce lieu, en ayant très peu de nouvelles de ma sœur aînée. Mon frère aîné, nous, on sait rien. Et mes parents, non. Il y a ma sœur aînée qui vient nous voir de temps en temps plus que mes parents. Et c'est en mars 41, je crois, que ma sœur aînée vient nous chercher. Ma sœur aînée a quand même 17-18 ans déjà, elle est plus grande. C'est déjà une jeune fille. Et elle vient nous chercher pour nous emmener dans une maison que mon père a achetée à la campagne. Et donc, en mars 41, on se retrouve dans une maison à Bolène, dans le Vaucluse, qui est plutôt plus un petit château que une pauvre maison, plutôt avec une tour et tout, avec des chevaux, avec une charrette, un cabriolet. Mon père vient nous chercher en cabriolet à la gare. Je suis complètement... Et tout le long de la route, il me demande « Qu'est-ce que tu préfères le plus qu'est-ce que tu préfères le plus au monde ?» Alors, il a cru que j'allais lui dire je sais pas quoi. Et moi, je préférais être avec lui. J'étais contente d'être avec eux. Je pouvais rien dire qu'est-ce que je préfère de plus. Mais il n'y a pas quelque chose de plus. Et tout d'un coup, je me souviens très bien de son geste. Au loin, on voit une tour qui se distingue des arbres, comme ça, à travers des arbres, des platanes. On arrive devant, effectivement, un château avec une grille, avec 2 chevaux. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai une chambre pour moi toute seule. Et c'est là, dans la fameuse très grande chambre. maison. C'est là, dans la fameuse chambre, que vous aviez mis le lever de la victoire. Oui, c'est là où j'avais mis. C'est dans cette chambre. D'accord. Qui était au 2e étage. Mes parents n'y montaient jamais. C'était des chambres froides l'hiver. On dormait dans des chambres pas chauffées. Il y avait juste la chambre de ma mère. Il y avait peut-être 2 chambres en bas, au 1er étage, et une salle à manger au rez-de-chaussée qui était chauffée. Et une petite salle à manger, mais tout le reste, c'était pas chauffé. À l'époque, on vivait à la dure. Hein. Ça m'a servi par la suite. J'ai remercié mes parents. Et qu'est-ce que vous percevez de la situation du monde à cette époque-là ? Rien. Aussi, l'occupation italienne. Alors, ce qui nous fait bien rigoler, parce qu'ils étaient adorables, les Italiens. On se moquait d'eux dans la rue avec leurs plumes, courait derrière eux comme des gosses. Ils disaient jamais rien. On disait c'était bien. C'était bien l'occupation italienne. Ils s'en foutaient, quoi. Ils s'occupaient de rien. Ils n'auraient jamais arrêté quelqu'un, quoi. Et puis après, moi, je vais à l'école, hein. Et là, l'école, oui, commence à se distinguer les gaullistes et les pétinistes. Avant, les juifs aussi. Moi, je m'appelais Rosenberg. Nous, on avait des papiers avec un tampon juif partout. Délivrés par la mairie de Bolène. Les tickets d'alimentation, les cartes d'alimentation, les papiers d'identité, tous tamponnés juifs. Donc on est connus comme juifs. Alors ça, vos parents, est-ce qu'ils avaient la nationalité française ? Non, alors justement, vous faites bien de poser cette question, parce qu'il y avait déjà les lois de pétinistes qui faisaient que les étrangers, surtout les juifs étrangers, n'avaient pas le droit d'acheter des terres. Donc mon père a acheté ce château au nom de mon frère, qui était français puisqu'il était dans l'armée. Donc c'est le moment où il a été démobilisé, après la campagne qu'il avait fait, je ne sais pas laquelle, que mon père, il était là et il reprenait ses études à Lyon. Il essayait de reprendre ses études de médecine à Lyon. Voilà, puis rapidement, il n'a pas pu rester parce qu'il y avait les lois racistes et puis il ne pouvait plus supporter.
Donc il a quitté Lyon et puis il était il est venu nous rejoindre dans cette maison. Donc Bolène, oui, vous mensonnez le fait que vous côtoyez des familles juives aussi lorsque vous êtes à Bolène. À Lyon, on connaît que des familles juives. Des Lyonnais, des gens qui habitent Lyon, qui ont des boutiques, des commerçants ou des gens de Lodz. Faut pas oublier les origines. Hein. Les gens, vous savez, si vous allez au cimetière de Bagneux, vous verrez les amis du shtetl machin, de tel village ou de telle ville. Ils sont tous enterrés ensemble. Il y a leur nom, bien sûr. Non, mais donc mes parents retrouvent des gens, ils se renseignent sûrement, etc. Puis je sais pas comment, ils nous mettent dans cet endroit qui n'était pas du tout sympathique, cette pension très désagréable. Mais enfin bon, c'était mieux que rien, hein, c'était bien. Fallait s'adapter à tout. Et donc mon petit frère, c'est celui qui s'y adapte le plus mal parce que il adore son père, est privé de son père et il supporte rien, quoi. Et moi, j'ai 11 ans pour m'occuper d'un gosse de... Quel âge? Je sais pas, 3 ans, 4 ans. Je sais pas. Donc c'est les gens qui s'en occupent. Mais moi, j'ai quel âge? 40, j'ai 12 ans. Pas grand-chose. Hein. Et... Puis c'est pas 12 ans aujourd'hui. Hein. C'est des gosses qui savent même pas comment un enfant vient au monde, rien du tout. C'est rien. On est élevés comme des petits animaux à l'époque. On nous dit rien. Et de quoi vivent vos parents à ce moment, au moment de Bolène? Alors, mes parents, je pense qu'ils avaient des moyens, puis je sais pas, où ils ont vendu des stocks de marchandises à un moment donné, où ils avaient les moyens, en tout cas, d'acheter cette maison qui ne coûtait pas cher. Voilà. C'est ça, que cet homme ne pouvait pas vendre cette maison et qu'elle coûtait pas cher. Donc mes parents, je pense que c'est bien de s'installer à la campagne, retirer un petit peu, mais bon, on garde comme juif, mais peut-être qu'on pourra discuter avec le maire et voir si ces gens-là, c'est des gens bien. En fait, ils voient le maire, c'est quelqu'un de bien, il leur dit, vous inquiétez pas, on sera toujours là, le commissaire aussi, police, et lui dit, on vous préviendra, ne vous inquiétez pas. Effectivement, ils l'ont fait. Mais la dernière fois, la Gestapo l'avait prévu. C'est ça. Donc, mon père, quand il a appelé pour le service obligatoire, il disparaît pendant quelques jours. Le maire l'inscrit absent à son foyer, et puis ça passe. Donc, plusieurs fois, ça passe. Donc, moi, je suis mise pensionnaire au lycée d'Orange, au collège de jeunes filles d'Orange. Et là, les histoires de juifs, de Rosenberg, commencent. Il y a les filles qui sont pour, les filles qui sont contre. Il y a les filles pétinistes, il y a les filles gaullistes. Et les filles gaullistes, c'est les rebelles. Ça, donc, c'est à l'école. Hein. À l'école, c'est les rebelles. Bon, donc moi, je suis vite dans les rebelles. Parce que d'abord, je suis déjà gauchère. En plus de ça, je suis rouquine. En plus de ça, je suis juive. Ça fait une drôle de... Plus étrangère, ça fait un drôle de paquet. Donc, forcément... je suis vite du côté... Nous, au lieu de chanter Maréchal, nous voilà, on chante Général, nous voilà. Voilà, c'est notre seule résistance, quoi. Et on est connu pour des conciliabules dans les dortoirs ou je sais pas quoi. On est les voyous, et d'ailleurs, on est à ce point les voyous que je suis renvoyée de l'école. Je suis renvoyée de l'école parce que d'abord, je prends le car... je prends le car tous les samedis pour rentrer à la maison et je le reprends tous les lundis matin à 8h du matin. Il faut faire 2,5 km à pied pour aller prendre le car. Ou en vélo, quand mon père veut bien. Et dans le car, il y a les garçons qui vont aussi au lycée de garçons. Il y a tous les gosses qui sont pensionnaires dans ces 2 lycées, filles et garçons. Forcément, il y en a un, tu tombes un peu amoureuse, tu notes un journal, tu commences à raconter que tu te changes tes tickets de pain contre tes devoirs de maths que tu ne veux pas faire, que tu files un tel. Voilà. Et un jour, il y a une mauvaise langue pétiniste qui te dénonce à la directrice. Et donc, je me suis fait renvoyer de l'école en 42. Sur une dénonciation? Sur une dénonciation disant du mal des professeurs, tenant un journal contre l'école, voilà.
Donc il a été trouvé, mon journal, dans mon casier. Et surveillante générale l'a trouvé, surtout que je l'insultais, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Je l'insultais en disant qu'elle était pétiniste ou je sais plus quoi, des trucs comme ça. Elle convoque mon père. Et mon père voit que je suis à 13 ans amoureuse d'un garçon. Amoureuse, c'est beaucoup dire, hein. Je le vois il est en classe de philo, moi je suis en 5e ou 4e, je suis une môme pour lui. Et il m'a dit, si tu veux que je te fasse des devoirs de maths, tu me files des tickets de pain, c'est tout. Donc je lui donne je le paye pour me faire mes devoirs de maths. Et mon père commence à dire, t'es amoureuse d'un goy, je vais te chasser de la maison, je sais pas quoi, des histoires, des conneries, quoi. Et il me saisit mon journal, il me parle pas pendant 3 mois, et pour moi, c'est la pire des choses, parce que j'adorais mon père. Mais enfin, finalement, on me met dans un autre lycée, et là, il faut quitter l'école, parce que déjà, on vient ramasser les juifs, quoi. Donc la directrice prévient, on me cache, mon petit frère, ma petite sœur n'habitent déjà plus à la maison. C'est en 43, ça. Les enfants sont déjà cachés à 10 km de là. Moi, je vais souvent en vélo porter à manger parce qu'ils n'ont peut-être pas assez à manger, que ma mère prépare pour donner à cette femme qui est une réfugiée de Paris, qui élève des chèvres, qui a des lapins, qui vit dans une petite, très pauvre ferme, et qui a pris les 2 enfants, qui les met dans une autre école, parce qu'ils sont petits encore. Et moi, je suis mise... bon, ben, c'est vrai que mon père... ma sœur est dans la résistance. Ma sœur a une histoire particulière dont je veux pas parler, pour l'instant. Elle est dans la résistance. Elle fait des trucs avec mon oncle qui était lié au groupe de l'Orchestre Rouge. Est-ce que du colonel Fabien aussi, ce sont les mythes, hein. En tout cas, cet oncle-là, il faisait des actes de sabotage à Marseille. Ma sœur était avec lui, ma sœur aînée, hein. Elle a quitté la maison, voilà, elle a quitté la maison, elle rentre dans la résistance. Et mon frère en 42, en juillet 42, quitte cette maison pour rejoindre l'armée de Gaulle par l'Espagne. Parce il y arrive. Oui, il y arrive. Il est revenu par l'Algérie. Il a rejoint de Gaulle en Algérie, après le coup d'État à Alger. Donc c'est déjà une famille et ma mère dit, il faut qu'on s'en aille, il ne faut pas rester dans cette maison. C'est trop dangereux, il faut qu'on parte, on essaie de partir ailleurs, en Suisse si c'est possible, où on peut. Et mon père, il est persuadé qu'on nous préviendra. Et on nous a prévenus quand c'était nécessaire. On l'a prévenu. C'est-à-dire que le maire du village de Bolène, c'est ça? Oui. Et le commissaire, hein, oui, c'est ça? Surtout le commissaire, c'était un résistant, le commissaire. Et je crois que c'était aussi par la connexion de ma sœur, parce que ma sœur était très tôt dans la résistance, parmi les premiers. Très, très tôt. Elle a quitté la maison aussi, donc c'était assez dur pour elle sans doute de quitter la maison à la suite d'un problème qui la regardait. Donc, cette famille qui semblait très comme ça ensemble, tous, Épinal, Nancy et tout ça d'une certaine manière éclate. Et moi, pendant 2 mois, je suis cachée dans la région de Montélimar, dans une ferme qui est exploitée par des urbains, pas du tout par un vieux colonel estropié, cinglé, et une femme. Et je dors dans le grenier, il y a des souris, je meurs de trouille. Et puis il faut se lever à 5h du matin pour éplucher les légumes pour les garçons qui se cachent pour pas partir au travail obligatoire et qui attendent plus ou moins de rejoindre des maquis ou qui restent là exploités par ces gens-là. Et moi, au bout de 2 mois, je ne sais plus combien de temps, je rentre à la maison et je dis à mon père, je ne vais pas y retourner. Donc je reste à la maison, je ne peux plus aller à l'école. Ça, c'est 43, c'est quelle époque? C'est fin 43. Fin 43. Fin 43. On est arrêté début 44.
Donc votre ma famille... sœur aînée, est dans les maquis. Mhm. Elle est dans les maquis qu'elle trouve là-bas, c'est les FTP, parce qu'on, c'est pas eux qui, on trouve ce qu'on trouve, hein. Bon, elle est là-dedans. Mon oncle, il y a 2 oncles qui ont disparu, on sait rien, dont celui avec lequel elle a travaillé, qui est remonté vers Paris et qui a été arrêté au moment d'un parachutage entre Moscou et la France, ou je sais pas quoi exactement. Il est dans un livre, on raconte son histoire. Et il est arrêté, dénoncé par un agent double. Et donc, il est arrêté, amené rue des Saussets, qui était un des grands centres de la Gestapo. Et là, à un moment donné, a-t-il été torturé avant? En tout cas, il se trouve à un moment donné dans un bureau avec un officier seul, et avec un revolver sur la table. Il se jette sur le revolver, il descend l'officier, il se jette par la fenêtre. Il est mort comme ça. Le frère de ma mère. Comment vous l'avez su? On l'a su par des trucs, des papiers après la guerre. Et on l'a su aussi par des gens qui étaient avec lui dans les réseaux de résistance. Voilà. Et l'autre frère, son autre frère, c'est-à-dire mon oncle, un autre oncle de ma mère, un frère de ma mère, est arrêté en 1942 à Lille et envoyé au camp de Malines, en Belgique, et de là envoyé à Auschwitz, à Birkenau. Je crois qu'il a un des numéros de 42, un vieux numéro. Il est mort maintenant, mais il avait un vieux numéro. Enfin, il était là depuis longtemps, quoi. Est-ce que votre père et votre mère avaient envisagé, vous me l'avez dit, ils avaient envisagé de passer en Suisse? Oui, ma mère disait on devrait essayer de s'en aller, on est en danger ici, ils arrêtent partout, les Allemands avaient occupé toute la zone libre, les arrestations pleuvaient, il y avait des rafles à Lyon, il y avait des rafles dans des petites villes, on venait chercher les gosses à l'école, il fallait me retirer de l'école. Donc la directrice avait dit à mes parents, et non, elle était extrêmement indulgente avec moi, elle était extrêmement gentille. Moi, je l'aimais beaucoup, cette femme. Elle avait compris, elle était aussi dans un réseau, c'est sûr. Mais elle avait dit, il faut maintenant aller, pas plus que... maintenant, il faut plus que... Il faut la retirer de l'école. Donc, voilà, on m'a retiré de l'école. Et pourquoi... Et mon petit frère, ma petite sœur étaient toujours dans cette école, une autre petite école d'un petit village à quelques kilomètres de chez nous. Et les projets de fuite vers la Suisse, pourquoi ils n'ont pas été mis... Parce que, non, ça j'ai jamais su. Mais mon père voulait pas partir. Mon père, je pense que cette maison, je pense, hein. D'abord, il était sûr qu'il serait prévenu. Il avait confiance en ces gens. Il avait raison d'ailleurs, parce que le commissaire a été déporté, il est mort il n'est jamais revenu. Il est mort à Dachau ou à Buchenwald, je sais plus, mais il est pas revenu. Et c'est aussi une horrible destruction familiale. Et donc, le maire était sûrement les deux à vapeur, j'en sais rien. Mais enfin, bon. Mais nous, on a été dénoncés. Mais il y a eu une dénonciation globale de gens de résistance aussi. On n'a pas été dénoncés que les juifs. Mais il y avait d'autres juifs en résidence dans le village et ils n'ont pas été raflés. Donc il y avait vraiment une dénonciation. Et d'ailleurs, on a su plus ou moins... Les gens, ils ont vécu leur vie tranquille. Ils ont fait leur fortune et vécu leur vie tranquille. Non, il n'y aurait rien arrivé. Vous avez quelques hypothèses? Oui, on a des hypothèses, mais bon, maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe au moment de cette arrestation? Comment ça se passe? Eh ben, moi, le problème, c'est que nous, c'était la dernière nuit qu'on devait dormir à la maison. Voilà. C'était la dernière nuit qu'on devait dormir à la maison. On devait même pas dormir, on devait partir. On attendait la nuit pour partir. Beaucoup de choses avaient été déménagées dans une maison abandonnée dans la forêt, très loin de chez nous. Je suis jamais allée, donc j'ai jamais su à combien de kilomètres. Mais c'était très loin, il fallait prendre des chemins de forêt, vous voyez, assez loin. Et on ne devait pas dormir ce soir-là. Et mon père m'avait même envoyé prévenir des gens qu'il ne fallait pas qu'ils dorment chez eux ce soir.
Et donc, moi, j'ai fait ça l'après-midi. D'autre part, il y avait deux jeunes filles de Bolène, deux jeunes filles juives parisiennes en résidence surveillée à Bolène qui voulaient se sauver aussi, qui ne savaient pas où aller. Et mon père leur avait dit de venir avec nous. Et donc, moi, j'ai été la première à aller me coucher. Ma mère a dit, oh, ils ne viendront pas ce soir. Ils viendront pas cette nuit. Elle avait fait un pot-au-feu, je me rappelle. Et on avait mangé dans la salle à manger. Je me rappelle, il y avait encore le pot de pot-au-feu quand on nous a ramenés sur le fourneau. Il était encore là, plein de pot-au-feu. Et donc on avait mangé, et puis ma mère avait dit, oh, j'ai mal à la tête, on va pas, c'est pas la peine, on va pas marcher dans la nuit. C'était l'hiver, hein, c'était le plein hiver, il faisait très froid. Et donc on est resté. Et moi je me suis couchée la première, ma mère s'est couchée ma mère s'est couchée la première, je me suis couchée après. J'ai dormi dans une chambre qui n'était pas en haut, pas au deuxième étage, pas dans ma chambre. On s'était plus resserrés à l'époque. On vivait tous au premier. Il fallait être... D'abord, il faisait plus chaud. C'était le plein hiver. Et puis, il valait mieux être près les uns des autres s'il fallait prévenir. Il fallait se prévenir mutuellement. Et moi, je dormais. Et on dormait déjà avec des faux papiers à côté de chacun. On avait nos faux papiers, nos fringues bien installées s'il fallait se sauver. Et on savait qu'au fond du parc, parce que c'était une maison avec un très grand parc d'arbres, de platanes, de pins, d'arbres de la province, de la Provence. Et il y avait un chemin qui menait à une porte au fond du parc. Et on s'était toujours dit une seule direction, cette porte qui donne dans la forêt, et se sauver par là. Et donc, moi, ces deux jeunes filles n'étaient pas couchées. Donc elles étaient déjà... Ma sœur aînée était venue nous dire, nous confirmer qu'il fallait vraiment foutre le camp. Elle était là, ma sœur. Moi, je me souviens que mon père me réveille en me disant, Marceline, ils sont là, aussi vite que possible, sors. Et il s'en va. Donc moi, je me suis retrouvée, tout le monde était sorti de cette maison, se dirigeant vers le parc. Et moi, j'étais toujours dans la maison parce que j'étais seule qui n'avait pas été prévenue. Mon père avait prévenu ma mère, et puis après moi, je ne sais pas. Il était monté, on frappait à la porte, il avait entendu des bruits inquiétants. Puis moi, j'ai entendu ouvrir la porte où on tire. Il y avait une porte intérieure, il y avait une cour intérieure de l'autre côté de la façade qui réunissait trois parts de bâtiment ensemble, vous voyez, comme ça en rectangle, avec une grande porte cochère. Et donc, ils frappaient à la porte, et puis après, ils ont défoncé la porte, je les ai entendus. Puis ils ont tiré des deux côtés. Il y avait des escaliers, des grands escaliers des deux côtés. Ils tiraient de tous les côtés, je ne pouvais pas sortir. J'arrivais plus à sortir, j'étais coincée par les tirs de mitraillettes. Ils étaient 12 qui nous ont attaqués. Et donc, finalement, j'ai réussi à sortir, ça sifflait comme ça. J'ai encore des tableaux qui ont des trous de la maison, tableaux de peinture. Et j'ai fini par sortir. Mon père m'attendait juste au coin du parc. Les autres tout le monde attendait tout le monde. Et je me souviens, je courais. Il m'a dit, allez vite, vite, vite. Et puis mon père me suivait. Puis les deux filles étaient derrière nous. Elles étaient restées dans un coin, elles ont rejoint le groupe. Et puis j'ai pas vu ma mère et ma sœur aînée. Et puis c'est moi qui ai ouvert. Et j'entendais, je disais, ils doivent être nombreux parce que ça tire de tous les côtés, j'avais dit à mon père. J'ouvre la porte en disant à mon père, ça y est, on est sauvé. Il y avait un type derrière la porte. La porte était dénoncée, qui a commencé à frapper mon père, à lui donner des coups de crosse de revolver sur la tête. Il nous ramenait. Et pendant les 4 qui rentraient, qui allaient retourner, ils nous ramenaient dans la maison. La maison était toute éclairée, ils avaient pénétré à l'intérieur avec des chiens, avec tout. Et pendant ce temps-là, ma sœur aînée a empêché ma mère de se rendre. Elle l'a obligée à se sauver en lui disant « Il faut aller sauver les deux petits ». Voilà mon arrestation.
Et après... Et alors là, il y avait la Gestapo d'Avignon qui n'avait pas prévenu le commissaire de police parce que sans doute ils s'en méfiaient. Ils étaient directement avec la milice populaire, la milice de Pétain, de Avignon et de Bolène. Et ils n'avaient pas mis dans le coup ni le maire ni personne. Et donc ils ont arrêté dans la région plusieurs autres personnes supposées loger des résistants ou loger des juifs ou des gens que je connaissais à peine. Et mon père a été beaucoup frappé. Ouais. Et donc on a été arrêtés. Ils savaient qu'il en manquait 2. On leur avait dit qu'on était 6. Donc le fermier qui habitait de l'autre côté avait dénoncé tout. Il a même volé quelqu'un qui était chez lui, qui a été arrêté par erreur, qui a été relâché, qui était un Tchèque, qui avait rien fait, qui était juste Tchèque. Qui était le mari de sa marraine de guerre, vous voyez. La marraine de guerre avait épousé un Tchèque, c'était une Française. Ils étaient juste venus passer quelques jours chez eux pour descendre à Monte-Carlo, ou sur la côte, je sais pas, des gens normaux. Il était bottier rue Troyon, je m'en rappelle. Au 8 de la rue Troyon, près de l'Étoile. Pourquoi je me rappelle de ça, c'est drôle. Ah ouais, je sais pourquoi. Et puis, bon, ben voilà, quoi. Donc... Et il y avait un gestapiste très élégant, comme toujours, qui était professeur d'allemand au lycée Lacan à l'avant-guerre, qui a dit, vous voyez, je fais partie de la 5e colonne. Je me rappellerai toujours ça. Et qui disait, prenez le maximum de choses parce que là où vous allez, vous en aurez besoin. C'est tout ce qu'il a dit. Donc de ce moment d'arrestation... Alors moi j'ai été témoin à un procès, parce qu'il y a un type qui a essayé de me violer. Et c'est un Allemand qui m'a sauvée, en l'appelant. À quel moment? Parce qu'il m'a entendu hurler, à un moment donné où il fallait que j'aille quelque part, et il ne voulait pas me laisser y aller seule. J'étais suivie par un mec avec une arme, et il a essayé de me sauter dessus. J'ai hurlé tellement fort qu'un Allemand est arrivé, et il lui a dit de me laisser tranquille. Et ça, c'est après l'arrestation? Oui, après l'arrestation. Et j'ai été témoin à charge à ce procès de cet homme qui a été exécuté après la guerre, qui était un milicien. Donc après la guerre, hein, oui, après la guerre. À donc, Nîmes. Après cette arrestation, on vous emmène où? À la prison d'Avignon, où on nous met dans des cellules au secret. Et moi, je me rappelle, je communique avec un type qui est condamné à mort, avec un crayon. Hein? Et puis après, on nous emmène à la Gestapo pour nous interroger. Et puis après, il y a un type, quand il me voit arriver, il pleure. C'est ce que je saurai par la suite, un Allemand. En fait, c'est un Autrichien. Quand il me voit si gamine, rouquine, il a une fille rouquine, ça le fait pleurer. Et il prévient mon père que là où on va, c'est terrible. Et mon père lui dit qu'il lui propose de se sauver avec nous. Ce type fait sortir des lettres de mon père à l'extérieur pour rejoindre ma mère, mais ça, ils avaient des codes, mes parents, mais ça, je les connaissais pas. Je les connaissais pas, les codes. Donc... Et donc, mon père lui dit qu'il s'enfuit avec nous et que mon père pourvoira vraiment à tout pour lui, il fera tout pour sa famille, etc. Et le type a peur, il dit non, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, c'est ma famille qui va être déportée. Donc à la prison, il y a vous. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les personnes qui se trouvent alors il y a évidemment mon père, il y a ces 2 jeunes filles, Suzanne et Marie Melman, dont une a eu une histoire d'amour antérieure avec mon frère, avant qu'il parte en 42. Une histoire d'amour suffisamment sérieuse pour qu'il l'épouse à son retour. Et moi, c'est tout. Et votre mère? Et ma mère et ma sœur se sauvent. Elles cherchent dans la campagne des refuges, je ne sais pas où, et pour pouvoir prévenir un réseau pour sauver les gosses. Après, ma sœur essaiera de nous sauver, mais les résistants refusaient. On dit que c'était pas des résistants, c'était des juifs, c'était pas grand-chose.
Ils n'ont pas voulu attaquer le... Ils ne voulaient pas prendre les risques aussi. Peut-être il y avait plein de résistants dans le même autocar qui étaient condamnés à changer de prison. À la prison d'Avignon, vous êtes séparé de votre père. Ah oui, oui, je le vois pas. Alors, comme on nous fait laver les parquets, les couloirs, ce type m'a dit où est mon père. Je sais dans quelle cellule il est mon père. Ce Autrichien m'a dit où est mon père. Et quand je passe devant la cellule de mon père, quand j'ai été transférée de cellule, parce que d'abord j'étais seule dans une cellule, après j'ai été mise dans une cellule commune avec les résistants. Avec des résistants. Pas des détenus de droit commun, des filles résistantes. Je sais plus combien on est, de 8 ou 10 dans cette cellule. Et là, on nous fait laver par terre. Et moi, je veux toujours bien laver par terre, parce que je chante une chanson quand je passe devant la cellule de mon père. Et je sais encore quelle chanson. Alors, et puis cet homme fait sortir mon père de sa cellule dans les chiottes, et puis moi dans les chiottes, et puis on se parle dans les chiottes. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a que des tinettes. Donc, mais il y a des chiottes dans le couloir. Donc, comme ça, je vois mon père. Une ou deux fois. Il dit, j'espère... Je me souviens que simplement... il dit, j'espère qu'on sortira. On a reçu des colis. Ma soeur nous envoie... Je me rappelle que j'ai reçu des colis, que j'ai partagé avec les gens dans la cellule. Parce que les deux filles qui étaient avec moi, elles ne recevaient pas de colis. Ça dure combien de temps, la prison d'Avignon, là? Oh, 15 jours. Je ne me rappelle plus. Et ensuite Après, je suis envoyée au Grand Baumettes à Marseille en autocar. Et c'est là où ma sœur, sachant qu'on était en autocar, par mon père sans doute, a essayé que les résistants attaquent l'autocar. Et qu'ils ont refusé. Pourtant, il y avait des résistants dedans. Et aussi, on entend dans la prison des assassinats, des exécutions. Et dans cette cellule, il y a une jeune femme avec laquelle je deviens très copine, que je ne retrouverai que 60 ans plus tard, grâce à un article publié dans Le Monde, parce que j'ai fait un film. Ouais, elle a dit, cette Marceline-là, ça peut être qu'elle. C'est elle. Elle m'avait perdu de vue, totalement. Et elle, qui n'est pas juive, c'est une grande pionnière d'Israël. Ouais, elle a été dans les... En 49, elle a commencé à... Elle a bâti Israël avec les Juifs. Il faut la nommer. Ouais, elle s'appelle Jacqueline Bloch-Rouanac. Elle ne m'a retrouvée que grâce au premier reportage qui a été fait dans Le Monde sur moi quand je tournais à Birkenau. C'était en 2002. Voilà. Donc vous vous retrouvez à la prison des Baumettes, c'est ça? Ah oui, alors à la prison des Baumettes, on vit dans un dortoir. Et là, il y a une femme qui nous garde. On est gardé, on est fouillé, ouais. C'est très militaire. Très strict, très militaire. Très sévère. Bon, on est gardé par une Autrichienne qui est aussi une prisonnière. Mais elle dit qu'elle est une pure Allemande. Puis je la retrouverai à Auschwitz, alors au secours, comme pure Allemande. Elle devait être aussi juive que moi. Elle jouait un rôle auprès des Allemands qui lui ont fait gagner quelques mois, quoi, sans doute, en racontant... C'est vrai que c'était une Allemande, c'était une Norddeutsche. Hein. Elle était comme Hitler, là, raide comme un piquet. Méchante. Et les Baumettes, ça dure combien de temps, là? Ben, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais je retrouve mon père, parce qu'on nous conduit à la gare. Nous, on n'est pas attachés, mais les hommes sont attachés 2 par 2. Et je retrouve mon père à la gare, dans le train pour aller à Drancy. Donc à la gare Saint-Charles, vous le retrouvez? À la gare Saint-Charles. Et on est dans le même pas dans le même compartiment, mais dans le même wagon. Donc moi je vais le voir, je m'assois sur ses genoux, on se parle, et il me dit principalement une chose. Il me dit qu'il a eu des nouvelles, il me raconte ce qu'il sait, je me souviens plus. Mais il me dit, là où on va, moi je reviendrai pas.
Et je dis, mais c'est pas vrai, on va travailler en usine. Est-ce qu'il me dit dans le train, est-ce qu'il me le dit à Drancy? Je dis, mais non, on se verra le dimanche, on travaillera dur, mais quand même, on se verra le dimanche, non? Mais lui, il est persuadé que lui, il reviendra pas, que moi, je reviendrai peut-être si parce que je suis jeune. Mais nous, on savait ce qui se passait. Mais moi, j'en avais même pas l'idée, puisqu'on partait à Pichipoy, on savait même pas où. Pichipoy, c'est un mot juif pour dire la terre d'où tu viens. Ça veut rien dire, c'est un mot inventé. On voyait aujourd'hui un restaurant qui ose s'appeler Pichipoy, moi je rentre pas. Il y en a un place de... Comment elle s'appelle la petite place Sainte-Catherine? Un Pichipoy. Vous pouvez me payer pour rentrer dans Pichipoy. Non mais tout est bon, vous savez, de nos jours. Et donc, mon père me dit que lui, il pense qu'il ne reviendra pas. Bon, mais il me dit dans le train, ça je me rappelle, si tu peux t'évader, tu ne t'occupes pas de moi. Tu sautes. Si tu peux sauter, tu sautes. Tu ne t'occupes pas de moi. Il ne faut pas que l'un s'occupe de l'autre. Moi, je me sauverai sans toi et toi, tu te sauveras sans moi. Et effectivement, j'essaie de me sauver dans le train. Je deviens copine avec un autre petit garçon qui était de mon âge, qui a 14 ans. On est des mômes, on a 14-15 ans, c'est tout. Hein. Et alors, un vrai môme, et je lui dis que si on peut, il faut sauter. C'est-à-dire, il faut rester un peu dans le couloir, s'approcher de la porte, et puis qu'il n'y ait pas d'Allemand. Et puis s'il n'y a pas d'Allemand devant la porte, si le train ralentit dans un tunnel, il faut sauter, il faut ouvrir. Et nous, on a l'idée de sauter. On voit un tunnel tout qui commence, on sort tout de suite. Mais malheureusement, quand on a voulu sauter, il y avait un Allemand qui est devant la porte. Donc on arrive à Drancy, quoi. Donc on traverse Paris en autobus, les fameux autobus, la ville de Paris, à la gare de l'Est. Ça se passe à la gare de Lyon. Pardon. Ça se passe à quelle époque exactement, ça? Ben, ça doit être début mars 44. 44. Voilà. Je ne sais plus exactement. À ce moment-là, vous avez 15-16 ans. Hein ouais. Oui, vous allez avoir 16 ans. Oui, c'est ça. Je suis une vraie môme encore. Ouais. Mais je suis une petite fille de 16 ans qui ne sait même pas comment les enfants viennent au monde. Oui. Qui la première fois qu'elle voit ses règles, qu'elle a des règles, elle croit qu'elle va mourir. On était ignorants comme ça. On ne savait rien. On savait rien de la vie non plus. On était des enfants, des gamines, quoi. Parce que si vous prenez par rapport à Simone Veil, qui était au même âge que moi, non, plus âgée que moi, 1 an ou je sais pas combien, peu importe, elle est déjà en première. Et moi, j'ai pas fait ma 4e. J'ai pas fait ma 3e, forcément. Parce que j'allais plus à l'école. Dans le train, vous êtes convoyé, gardé, vous dites par des Allemands. Gardé. Les hommes sont attachés à 2, donc ils peuvent absolument pas s'en... Mais des gamines comme moi, ils laissent aller venir un peu, quoi. Et ce sont des Allemands, vous dites oui, des SS. Des SS. Oui, des Allemands, costume allemand, oui. Oh, il y a des Français, mais c'est quand même des Allemands qui nous amènent à Drancy. Enfin, qui guident le train. Alors après... Après, c'est Drancy, quoi. Moi, je suis séparée de mon père est avec les hommes, moi je suis avec les femmes. Voilà, puis il y a ces 2 filles qui sont des amies, enfin des connaissances, disons plutôt que des amies. Est-ce que vous pouvez décrire Drancy, donc à cette époque, en mars 44? Bon, il faut se laver dehors, il y a des robinets dehors, je me souviens. Il y a la prison, je me rappelle de la prison, parce que de la prison, il y avait quelqu'un qui m'a reconnue, qui m'a dit « Hé, la petite Rosenberg !» J'ai dit « Oui », il me dit « Va voir ton père pour qu'il me donne des cigarettes et tu les passeras par le trou. » Effectivement, il y a un trou. J'ai été chercher mon père, j'ai dit « Il y a monsieur untel, il est en prison et il m'a reconnu. » J'étais passée à côté du trou, hein. Une espèce de plaque avec des petits trous, quoi. Il m'a dit, la petite Rosenberg va chercher des cigarettes auprès de ton père. Et mon père, je sais pas, il me donne, je sais pas ce qu'il me donne, je vais les jeter en douce des Allemands, je jette ces cigarettes dans le trou. Ça, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié aussi, c'est
pourquoi mon père... j'ai jamais compris pourquoi. Mon père m'a envoyé avec une cousine dont les parents étaient arrêtés en 1942 et qui vivait avec sa petite sœur chez nous. Sa petite sœur devait avoir l'âge de mon petit frère. Et elle devait avoir à peu près aussi 14 ans mon âge. J'ai oublié pourquoi mon père nous a envoyés en 1942. Ouais. 42, 43, je sais pas. Non, 42. Au camp de Rivesaltes avec des faux papiers pour sortir quelque chose. J'ai jamais su quoi. Je me souviens d'avoir habité à Perpignan avec ma cousine qui a quitté la France en 1945 après la guerre parce qu'elle n'avait pas plus de famille. Tout le monde avait été déporté, elle n'avait plus personne. Elle est partie en Amérique. 45, oui, après mon retour. Et d'avoir habité dans une maison de passe. Et il y avait cet même homme qui était dans la prison. Vous voyez comme ça me revient. Cette voix de stentor qu'il avait. Et je me souviens qu'il nous avait logé, ces deux gamines qui étaient venues en train de Bolène à Perpignan, dans une maison de passe où il disait, il plaisantait, il disait toujours les femmes de mauvaise vie. Alors t'es dans les femmes de mauvaise vie, si je me rappelle. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, même à l'époque. Et que j'étais rentrée avec des faux papiers dans ce camp de Rivesaltes, avec ma cousine, deux gamines, pour sortir quelque chose. Mais je sais pas quoi. Que j'ai ramené. En 42. 42, oui, ça devait être en 42. C'était sûrement en 42. 43, je sais pas. Donc en 44, en mars 44, fin mars 44, finalement. Donc on est déporté le 13 avril 44. Moi j'ai déjà plusieurs mois de prison derrière moi. Mais encore un mot à propos de Drancy. Ouais. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui circule? Qu'est-ce qui circule? Il circule que, d'après ce que moi j'entends, qu'il y a des hommes qui ont des postes et qui essayent des fois, il y a un type qui a une réputation épouvantable, qui fait qu'il choisit des filles et puis il leur promet qu'elles ne seront pas déportées. Et puis il les fait déporter plus tard. Il les fait gagner un ou deux convois. Et il les fait déporter plus tard. Circule qu'on va à Pichipoy, qu'on ne sait pas où c'est, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et que là, on nous donne un pain, des vivres pour... on va à Bobigny pour prendre le train. C'est la gare de Bobigny, non? Il me semble. Mais circule autour d'une petite fille comme moi, pas grand-chose. Parce que j'ai une petite copine. Je suis pas considérée comme une jeune fille. Donc je suis pas dans les secrets des jeunes filles. Mais je me souviens d'avoir vu des jeunes filles très pédantes, très, très bien habillées, très pédantes, et de les avoir vues après sans cheveux à Birkenau, j'étais mort de rire. J'étais, mon vieux, t'es comme moi là. Prétentieuse, des filles prétentieuses, je me rappelle. Mais autrement, mon père me dit peu de choses. Mais on sait que là où on va, c'est à Pichipoy. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc à ce Mais moment-là, le pire pour moi, c'est d'aller travailler et de ne voir mon père que tous les dimanches. votre père à Drancy, vous avez quand même des échanges avec lui. Oui, mais il est plutôt, à mon avis, plutôt avec des hommes, avec d'autres gens qu'avec cette petite fille. Il est plus avec des gens de sa génération. Ils doivent beaucoup parler. On sait des choses. Parce que je me souviens que c'est oui, ça devait être en 42, 43, que j'étais près de la radio avec mon père et qu'on écoutait la radio anglaise à la maison. On arrive, il cherchait pendant
avec un mal fou à écouter la radio, et qu'on avait entendu à la radio anglaise qu'ils mettaient des juifs dans des camions et qu'ils faisaient rentrer par l'intérieur le tuyau d'échappement et qu'ils mouraient asphyxiés. Ça, je l'ai entendu. Voilà. Et puis, j'ai entendu, comment il s'appelait, Pierre Dac, et puis le pom-pom-pom-pom, ici Radio Londres, les Français parlent au français. Ça, je me souviens bien. Et qu'il disait que les Juifs, le début, c'est de 42, 43, je ne peux pas vous dire. Mais qu'il débutait, qu'il racontait ce qui se passait déjà en Pologne, avec les Juifs. La question, là, on est à Drancy, oui, alors, en Drancy, avril 44. J'ai souvenir de grandes pièces séparées par des chiffons, par des vieilles couvertures, pas tout ce qu'on pouvait pour se dessiner un petit carré, un petit rectangle à soie, d'une petite fille un peu errante dans ce lieu. Les grandes sont plutôt avec les grandes. Moi, je suis dans les petites. Être dans les petites, les garçons, ils te regardent pas, mais déjà, les garçons, ils m'intéressent quand même. J'ai 14-15 ans quand même, faut pas oublier. Hein. Mais les garçons, ils s'intéressent pas à une gamine comme moi, qui a des chaussettes, des soquettes, des jupes plissées, qui est habillée comme une petite fille, quoi. Non, en même temps, j'ai une copine qui raconte partout que j'envoie quand je peux pas aller pour mon film parce que je suis malade ou... j'envoie une copine déportée à ma place parce qu'elle a fait le même chemin. Les déportés ont adoré mon film, ils l'ont pris comme si c'était le leur, toutes. C'était pour moi les premiers spectateurs importants. C'était pas les autres, c'était eux. Parce que si j'étais juste, si j'avais pas trahi, ne pas les avoir trahis, ne pas en avoir raconté plus que ce qu'il ne fallait, et avoir joué sur le non-dit, sur un autre niveau de l'intimité de soi, quoi, d'un vécu intérieur beaucoup plus que dans le discours, le témoignage. C'était très important pour moi, c'était l'essentiel pour moi du film, vraiment. Mais donc je suis à Drancy. Drancy, c'est un espèce de quadrilatère comme ça, à porte ouverte. Oui, c'était un peu comme la maison d'ailleurs. La maison, il y avait le devant et le côté, à trois angles, comment on dit, enfin un rectangle quoi. Oui. Assez pauvre, assez. Si je me rappelle, mon père disait qu'il essayait de pas qu'on soit déporté. Mais bon, alors ce mec qui gardait des filles, c'était un dragueur. Et ce dragueur, on l'appelait le boxeur. Et le boxeur, c'était un mec de Nancy. Et ce mec de Nancy, il a disparu après la guerre, parce que si les Juifs l'avaient attrapé, je vous jure qu'il lui aurait pas fait long feu. Hein. Il y en a eu quelques-uns comme ça, vous savez. Ouais, alors, avant d'évoquer le terrible convoi du 11 avril, 71. Du 15 avril, c'est ça? Moi, j'avais pris le convoi numéro 71 à la direction de Pichipoy. Dans ce convoi, on est 60 par wagon, avec un posten, un allemand, et une tinette. Et pas de place. Et pourtant, j'aurais été... Dans les mêmes wagons, j'ai vécu à 120, moi. J'ai fait d'autres transports à 120. Mais il y a les valises, il y a les paquets, il y a la bouffe, il y a rapidement la soif. Je me souviens de soif inextinguible, épouvantable. Comment vous avez appris que vous serez du prochain convoi? Comment vous l'avez su? Je ne me souviens pas, ça. J'ai pas la mémoire. Et je sais que nous, on a été nommés, les Rosenberg, vous êtes bons pour le départ. Et voilà, c'est tout. J'ai une question qui impose, peut-être qui vous impose un regard extérieur sur tout ça. En tout cas, bon, la question concerne le regard que vous, une jeune fille de 15-16 ans, a sur tout ça à cette époque. Dans votre tête, quel est le sens de tout ça? Est-ce que tout ça a une justification? Comment vous analysez tout ce qui se passe? Non, moi, parce que je suis juive. C'est parce que je suis juive, c'est tout. Je suis juive. Donc les Juifs, mes parents nous avaient déjà raconté pourquoi ils avaient quitté la Pologne. On n'avait même pas l'idée qu'on retournait en Pologne, vous comprenez, c'est l'horreur. Pour mon père, ça a dû être l'horreur absolue.
Parce que qu'est-ce qu'il a appris? Que 45 personnes de notre famille avaient disparu, ou étaient en train de disparaître, et on n'a personne. On n'a retrouvé personne. Personne. Les grands-parents, les oncles, les tantes, le nombre d'enfants, tous les... Personne. Donc voilà, plus mon père. Et donc moi j'ai le regard que je suis juive et qu'il y a une différence entre les juifs et les chrétiens, et les chrétiens ne peuvent pas nous encadrer. Déjà même les Israélites de France, c'est un privilège d'être israélite plutôt que d'être juif. Et bon, on sait que voilà, ça c'est, mais on n'a pas comme on est dans une période aussi où on ne parle pas trop, où on a appris la parole tue, où il faut... Moi, je me souviens toujours symboliquement des 3 singes. Ne rien voir, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Et j'ai gardé ça, j'ai même toujours un cendrier avec ces 3 singes, de cette phrase. Donc pendant la guerre, on parle pas tellement, sauf à une copine, oui, je suis gaulliste, et toi, oui, t'es juive, ah oui, ça doit être dur, oui, ils ont arrêté des juifs, je sais pas. Ça se passe comme ça, c'est dans le chuchotement. Donc il faut faire attention, on est dans le chuchotement, on n'est pas dans de dire, se glorifier, c'est pas ça du tout. On n'est pas dans la parole ouverte, on est dans le... Non, on parle pas trop qu'on est juif, on n'est pas obligé de le dire, ils le découvrent, oui, on est juif. Oui, mais les juifs, qu'est-ce que c'est les juifs? Oui, mais ils ont tué le Christ. Bon, c'est des trucs comme ça, c'est comme ça. Donc, à Drancy, moi je suis pas une personne qui est... C'est pas que j'ai pas peur, mais quand il faut, il faut. Voilà, moi je suis comme ça. Hier, par exemple, je vais vous donner un exemple. Comme j'ai pensé, j'étais comme ça à Auschwitz. Je sors de l'hôpital, et l'hôpital me dit, la veille, vous savez, demain soir, c'est-à-dire le jour où je suis sortie, demain soir, il faut absolument vous faire une piqûre. J'ai dit, mais comment une piqûre? Ben, on vous fait une piqûre tous les jours dans le ventre. Vous avez une piqûre à vous faire. Mais j'ai dit, mais moi, je ne sais pas faire les piqûres. Mais il dit, mais il faudra vous la faire. Ou alors, vous avez quelqu'un qui sait faire les piqûres. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais me débrouiller. Ben, moi, c'est sur le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le coup, quoi? Où on en est? Alors, qui c'est qui va faire la piqûre? Vous voyez? Et puis, hier soir, fallait que je fasse absolument cette piqûre. Mais que je me la fasse. Je me suis jamais fait de piqûre de ma vie. Pour se piquer, il faut te gonfler. Hein. Alors, il y avait ma femme de ménage qui était là à côté, qui est adorable, qui me dit, Marceline, si vous ne pouvez pas faire la piqûre, je vais déjà me laver les mains, je vous la ferai. Mais bon, je préférerais que vous la fassiez parce que je ne sais pas faire les piqûres. Bon, ben, il fallait faire cette piqûre. Et elle ne pouvait pas la faire. Ben, je me suis lavé les mains, j'ai foutu un peu d'alcool, et je me suis carrément fait la piqûre. Paf! Et j'ai dit, alors comment on fait? Alors j'ai pris la peau, j'ai fait semblant de rien, sans rien. J'ai dit, paf! Ah oui, d'accord. Et il y a un truc qui arrête. Oh ben ça va. Ça veut dire que je vais pas tout rentrer à l'intérieur. Ben je me suis fait la piqûre. Et ben je faisais pareil devant Mengele. Le problème, il y a une réflexion. Il dit, je peux pas vous la donner en entier parce que je vous mentirais. Si ça va pas bien, tu te pinces les joues, mais tu ne le diras surtout jamais à personne. Donc devant Mengele, je me pinçais les joues pour que ce soit bien rouge, pas trop maigre, cacher un peu les boutons avec les vieux chiffons parce que j'étais ou nue ou à moitié nue, ou voilà. Donc c'est ça, vous êtes obligés, vous êtes face. Vous n'avez pas le choix. Ou tu faiblis, ou tu fonces. Et dans la vie, il n'y a rien de meilleur que de foncer. Parce que qu'est-ce que tu as à perdre? La même chose. Donc il vaut mieux foncer. Donc j'ai toujours été comme ça, fonceuse. Donc j'écris Vive de Gaulle dans les trains. Moi, je me fais engueuler par mon père. J'écris, oui, voilà. Ah ouais, ben après je corrige.
Mais je fonce. Donc, j'étais pas très inquiète. Hein. On mangeait mal, on avait des soucis pour se laver, il faisait froid, il fallait aller dehors. Les conditions de vie étaient dures, mais je les avais déjà eues en prison. Et la prison de Saint-Pierre à Avignon, c'est vraiment une prison médiévale. Terrible. Il paraît, la jeune femme, la femme âgée que j'avais connue très jeune et qui m'a retrouvée, qui était en prison avec moi 60 ans plus tard, elle m'a dit, je me suis toujours rappelé d'une phrase que tu as écrite sur le mur. Et elle m'a dit cette phrase, tu as écrit, c'est presque un bonheur de savoir à quel point on peut être malheureux. J'avais 15 ans. Voilà, j'étais comme ça. Incroyable. Hein. Donc voilà, j'étais très courageuse quand ils nous ont arrêtés. C'est moi qui ai fait les valises de mon père. Il y avait ce milicien, cette ordure, que chaque fois que je mettais un jambon, parce qu'on avait des jambons, on avait des réserves, je mettais un jambon dans la valise, il enlevait le jambon pour le piquer. Finalement, j'ai réussi quand même à planquer du jambon. Voilà. Le type, il avait dit, il faut mettre des vêtements chauds, mettez le maximum. Vous savez même, j'ai volé dans l'armoire de ma mère, tellement j'étais naïve et petite fille, j'ai volé la robe de chambre blanche que me destinait ma mère pour mon mariage. Elle avait déjà la robe de chambre, c'est dingue. C'est pour vous dire qu'on ne pensait pas qu'on allait disparaître. Elle me l'avait montré un jour. Je la lui avais volé un jour. J'en avais reçu une paire de baffes monumentales que j'ai jamais oubliées. Mais le jour où je devais partir en déportation et que j'étais libre de décider moi-même ce que je prenais, pas seulement pour moi, mais pour mon père, j'ai été déportée avec la robe de chambre blanche, qui a dû finir pour une nuit nuptiale d'une Allemande quelque part. Elle était superbe. C'est pour vous dire comment j'étais enfant et naïve et infantile, non. Et puis, cette capacité du fait d'avoir vécu durement, dans les duretés de la froidure de l'hiver, des conditions où ça pue le fumier, d'aller garder les vaches, tout ça m'a servi. Je sais encore faire des nœuds la seule année ou deux années où j'étais petite zèle pour faire les nœuds, vous savez, comme les scouts, pour bien qu'ils servent bien pour qu'ils ne s'ouvrent pas les nœuds. Vous savez, les nœuds plats et tout ça. Vous devez savoir ça. Si vous avez fait du bateau, vous devez savoir. Moi, j'ai jamais fait de bateau de ma vie, mais je sais faire les nœuds. Donc, j'étais comme ça, j'étais pas... Oui, on travaillerait le dimanche, mais pour monter, quand on a vu dans quoi on nous mettait, on a commencé à... Mais on était dans le noir, on entendait... Les gens commençaient à crier, il y avait des vieilles femmes, il y avait des enfants, il y avait des bébés. Ah, ce voyage, ça a été l'horreur. Ça a duré combien de temps? Je crois que ça a duré 2 nuits et 1 jour. Je sais qu'on était à l'aube. Qu'il y a un moment, on a dû passer à Katowice. C'est là où mon père a compris qu'on était en Pologne. Comment il a su? Katowice, c'est de la Pologne. Oui, mais comment vous avez su que c'était Katowice? Mais parce que quelqu'un a dit, parce qu'il y avait des grilles, il y avait des bars, il y avait un espèce de petit truc qu'on pouvait voir à travers. Il y avait des gens qui grimpaient pour voir. Et ils avaient vu, le train s'était arrêté, c'était Katowice. Ou quelque chose comme ça. Il y a eu des arrêts, sinon, du convoi? Oui, il y a eu des arrêts, mais c'était long, ça n'en finissait pas, quoi. Il y avait des longs arrêts, mais je suis incapable de vous dire où. Je me rappelle simplement qu'à un moment donné, quelqu'un a dit on a traversé la frontière, on est en Allemagne, on pensait qu'on allait bientôt arriver. En Allemagne, c'est pas dans des usines, travailler, quoi. Voilà.
Et je me souviens, incroyable, on grimpait pour voir. C'était l'aube. Je me souviens d'avoir vu au loin, parce qu'on arrivait sur la première rampe. Vous savez, la rampe qui va jusqu'au crématoire, on y a travaillé. Hein. Cette rampe-là, elle a été construite pour les 500 000 Hongrois avant qu'ils arrivent au mois de mai. Mais moi, j'étais déjà là. Alors, nous, on arrivait sur la vieille rampe. Il fallait marcher à peu près 1 kilomètre et demi pour arriver à Birkenau. Hein. Parce que tout mon transport, les hommes sont allés à Auschwitz, les femmes à Birkenau. Et je me rappelle d'avoir vu au loin, comme un groupe, comment on dit? On dit pas entre chien et loup, c'est la nuit, c'est le soir. Mais le matin à l'aube, au moment où on commence à distinguer un peu les couleurs comme ça, on était toujours enfermés à l'arrêt depuis longtemps dans ces wagons qui étaient infernales, ça sentait mauvais, il fallait aller sur la tinette pour se cacher. Les gens mettaient comme des draps comme ça pour s'isoler. Et après c'était tout plein, c'était l'horreur. Oh, l'horreur. Et puis on mourait de soif. J'ai souvenir de soif. Je me souviens même d'avoir reçu une paire de baffes d'un garçon qui devait avoir 18 ou 20 ans, qui m'a dit, tellement je hurlais, j'ai soif, et il m'a foutu une paire de glaces en me disant, on a tous soif ici, tais-toi. Ça, je me rappelle. Oui, c'était violent, hein. J'étais près de mon père, on se parlait, mais je sais plus de quoi on se parlait. Je crois qu'il faudrait que j'ai un peu d'eau, là. Je suis en train de m'étouffer. Vu entre les grilles, là, de la petite ouverture de ce wagon, de loin, un groupe de femmes avec des foulards rouges sur la tête. Et vous savez ce que j'ai dit? On a des costumes ici. Vous vous rendez compte comment j'étais enfant, hein? Il y a des gens qui disent, moi je pensais ceci, je pensais cela, mais je crois qu'ils exagèrent. Je crois qu'ils ont oublié qu'ils étaient enfants aussi. Ils étaient comme des mômes. Et comme des mômes qui finalement étaient loin des générations d'aujourd'hui, qui en savent 10 fois plus que ce que nous on savait, quoi. Et lorsque vous descendez du train, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des déportés qui vous accueillent? Oui, c'est les déportés qui ouvrent. Il y a des déportés qui parlent français qui disent « Donnez les enfants aux vieillards ». Vous pensez que personne donne son enfant à un vieillard? On ne sait pas ce que ça veut dire. Les gens fatigués, vous montez dans les camions. À cette époque-là, on était conduits directement aux chambres gaz dans des camions. Tous les gens fatigués, les enfants, les vieillards, les femmes avec des enfants montaient dans les camions. Et moi, j'ai une paire de chaussures qui me font mal aux pieds. Et cette paire de chaussures, c'est pour ça que je me rappelle du bottier. C'est ma première paire de chaussures en cuir. Parce que c'est la guerre, il n'y a que des semelles de bois. Et mon père m'avait fait faire par ce bottier une paire de chaussures à bout carré, je me rappelle, avec des talons comme ça, assez hauts comme ça. C'était ma première paire de chaussures à talons carrés, hein, pas des chaussures fermées, de petites filles encore, avec une languette, je crois. Il devait y avoir une languette par-dessus. C'était ma première paire de chaussures sur mesure. Et c'est pour ça que je me souviens de son nom. Et j'ai mal aux pieds. Et je dis à ma copine, non, moi je prends le camion. Parce que moi je ne peux pas marcher jusque là où on doit aller. Je préfère prendre le camion, on se retrouvera là-bas. Elle hurle, elle dit non, je ne veux pas que tu me quittes. Je vois mon père disparaître. Je vois, il faut laisser tous vos bagages, on vous les amènera là-bas, vous inquiétez pas. Et les gens qui disent avec une précipitation, une angoisse qu'on ne comprend pas, donner les enfants aux vieillards, les gens, voilà. Et elle m'attrape par le bras, elle me met dans le rang des gens qui vont être choisis par les Allemands pour rentrer dans le camp. En rang par 5, les femmes jeunes.
Le type, les Allemands passent, repassent, regardent chaque visage. Tout d'un coup, il en prend une, il l'envoie dans le camion, une autre, il l'envoie dans le camion. Moi, il me regarde, j'ai l'air d'une môme, mais en même temps, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai eu des grandes masses de cheveux. Donc, je fais plus âgée aussi. Puis j'ai ses talons, je suis un peu plus grande. Et il passe devant moi, il me regarde comme ça, je me rappelle. Tous les côtés comme ça, puis il réfléchit, puis il s'en va, puis il revient. Et puis je suis sélectionnée pour entrer dans le camp. Comme ça. Et tout le long du chemin, je gueule contre ma copine parce qu'elle ne m'a pas laissé prendre le camion. Je gueule contre ma copine. J'ai dit, mon père, peut-être qu'il a pris le camion, et moi, tu m'as laissé, j'ai pas pu le suivre. Tu m'as attrapé. Elle me dit, mais ça nous fait du bien de nous dégourdir les jambes. Et qu'est-ce que vous voyez du camp à ce moment-là? Je vois la fumée des flammes. Il y a déjà de la fumée. Et un univers très lugubre, mais qu'on voit peu quand même. Parce que par où ils nous font passer pour aller dans le sauna, je ne sais pas. Est-ce que c'est un sauna à l'intérieur du Lagerhaar? Est-ce qu'il y avait plusieurs saunas? Est-ce que c'est le grand sauna où on passe, où la plupart sont passés? Je sais qu'on marche un certain temps, ça apparaît lugubre, et on voit des gens habillés avec des costumes rayés. On voit des drôles de choses, mais on voit de la boue. Il fait mauvais temps, il fait froid. Et on ne sait pas où on va. Et on nous emmène dans un endroit, et on nous coupe les cheveux, et on commence à nous tatouer. Et tout le monde demande. Moi, je suis seule. Mais mon père, j'ai dit, où sont les hommes? Ah, ils sont partis dans un autre camp. Mais où sont où elle est ma mère, et où sont mes frères et sœurs, et où ma sœur, je sais pas, les gens commencent à se dire. Et les filles sont d'une dureté, la même dureté, et ça il faut le dire, que moi j'aurai quand je reviendrai. La même dureté quand on me montrera des photos devant l'entrée de l'hôtel Lutetia, où je dis, les gens continuent à nous montrer des photos. Jusque tard, je suis rentrée très tard. Je ne suis pas rentrée avec les autres, je me suis évadée, moi. Je me suis tirée. Je me suis tirée de Theresienstadt. Je suis rentrée, j'ai fait 60 km à pied jusqu'à Prague. J'ai la même histoire que Primo Levi, derrière les troupes allemandes. Et les filles, elles disent, vous voyez la fumée là-haut? Ben, ils sont tous là-bas, ça y est. Ils sortent par la cheminée. Et nous, on ne croit rien. On ne sait rien. Et comme dans le film, d'ailleurs Simone, elle le raconte aussi dans le Paris Match de cette semaine, mais elle se trompe. Peut-être elle a raison. Peut-être c'est elle qui a raison, je ne sais pas. Il y a des failles de la mémoire. Mais je me souviens de cette jeune fille que les SS sont rentrés, Drexler, un des grands chefs du camp, avec ses bottes sévères, rudes, parlant... vous êtes plus, c'est fini. Ah, parisienne, les parisiennes, les petites françaises, c'est fini. Le maquillage, le truc comme ça. Parce qu'on n'aimait pas les françaises dans le camp. Les françaises, c'était considéré comme des parisiennes de mauvaise vie. Voilà, des filles de cabaret. Et qui dit, est-ce qu'il y a des musiciennes parmi vous? Simone, elle dit dans Paris Match, est-ce qu'il y a des danseuses? Peut-être, je ne sais plus. Maintenant, moi, j'ai toujours pensé que c'était des musiciennes. Et il y en a une qui lève le petit doigt, comme dans mon film. Qui dit, oui, moi, je suis danseuse à l'opéra. Ben, dans un silence, elle lui dit, danse. Et nous, on est là avec... Pour nous, ça a été le comble, ça. Parce que on était rasés, mais c'était affreux. Mais il fallait, on en riait, on en pleurait en même temps. C'était d'un ridicule de voir ces gonzesses snob comme tout, à Drancy, qui ouvraient pas qui vous ne pouviez pas adresser à la parole quand vous étiez une môme, et qui, tout d'un coup, était comme vous. Tout le monde était égal. Bon, alors là, après, on nous a fait rester une nuit, là. On a attendu longtemps, on mourait de faim, je me rappelle. Et on nous a conduits au bloc 9.
Ah, lager A, le lager de la quarantaine. Parce qu'avant d'être accepté, il y a déjà une première sélection par la quarantaine. Ceux qui ne tiennent pas le coup, ils vont direct au gaz. Ou les vieilles, ou ce que je sais, moi. Et on nous sert un bol de soupe à 5 sans cuillère. On est obligé de le laper comme ça. Un bol pour 5. Ça, je me rappelle. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Les deux copines sont toujours avec moi. Ouais. Elles retrouvent leur mère, qui a été arrêtée dans la rafle de juillet 42, qui est une des rares survivantes de juillet 42, qui parle très bien le polonais, qui est polonaise, qui a réussi à tenir le coup, en ayant un meilleur poste ou je sais pas quoi, et qui arrive avant la fin de la quarantaine, quand on sera transféré dans des commandos, qui est arrivé à prendre ses 2 filles dans son commando de la Weberei, de fabrication de la ficelle. Et ça, c'est un commando super, parce que c'est un commando où tu es assis, tu es victime des intempéries, mais à l'intérieur, tu vois, tu as trop chaud, tu as trop froid, mais tu n'es pas à travailler, à casser des cailloux, à transporter des pierres, ou à faire des routes, ou à creuser des fossés comme moi j'ai fait, quoi. Mais sans moi. Et donc c'est pour moi comme une sorte de trahison, déjà. C'est la souffrance terrible d'être vraiment seule, quoi. Mais en même temps très heureuse d'être seule. Je sais ce que le dit d'ailleurs Simone dans mon interview de Paris Match. Elle dit: Marceline m'a toujours dit que pour elle, ça aurait été un martyr si elle avait été avec quelqu'un de sa famille. Parce qu'il aurait fallu s'en occuper. Elle ne s'occupait que d'elle. Il fallait survivre pour elle. Et c'est vrai. Et pour Simone, ça devait être terrible d'être avec sa mère et sa sœur. Je lui disais toujours... Oh. Et puis moi, j'avais une vision de la mère autoritaire. Ma mère était une femme autoritaire, assez autoritaire. Et donc, dire, oh là là, être ici avec ma mère, alors me faire en plus engueuler parce que je me conduis pas bien, c'est pas possible. C'était insupportable. Pour moi, la liberté, c'était d'être seule. J'étais très contente d'être seule. Même là. Même dans ce... Il y a quelque chose qui me ressemble, que c'est pour ça que j'ai eu tant de plaisir à lire Kertész il y a 15 ans. Hein. Moi, je l'ai lu il y a 15 ans. Personne ne le connaissait. Hein. Et il y avait cette capacité de s'adapter, de la petite fille. Je me suis adaptée. Ça ne veut pas dire que je me suis conduite comme une salope. Mais je me suis, je me souviens d'avoir dit à une copine qui était arrivée plus tard que moi, mais qui était dans le même bloc et qui faisait des grimaces pour manger sa soupe. Je lui dis: ici, il faut tout manger et pas rechigner. Tu manges ta soupe. C'est dégueulasse, mais tu la bouffes. Et elle l'a jamais oublié. Donc il y avait cette force en moi, spontanée, presque instinctive. Voilà. Donc les premiers jours au camp, comment se fait l'apprentissage? Alors là, le premier jour, c'est on nous appelle, on nous fait des appels pendant des heures. On ne comprend pas pourquoi il faut nous raconter tant de fois, mais on nous laisse dehors, poireauter, on crève de froid, voilà, on apprend. Hein. Et puis on est pris au hasard pour des tâches d'humiliation. C'est-à-dire porter des briques d'un côté à un autre côté, et puis de là de les ramener au même côté, quoi. C'est-à-dire des travaux pénibles, physiques, de porter des sacs de ciment à deux de 50 kilos, de porter je sais pas combien de briques dans les mains et d'aller les mettre à 500 mètres. Et puis après, une fois que tu as fini le tas de briques, les mêmes briques, tu les ramènes au même endroit. Enfin, des choses horribles comme ça. Ou d'autres sortes de corvées. Et moi, j'essaie de trouver des combines pour se défiler. Est-ce que les plus anciennes, est-ce qu'il y a des plus anciennes que vous côtoyez, qui vous apprennent non, les anciennes, les flings, c'est toutes des salopes. On est toutes arrivées après eux, on a eu de la chance,
On arrive, c'est déjà le bonheur. Presque c'est déjà le bonheur, alors que c'est pas vrai, c'est très dur, mais c'est sûrement moins dur que l'époque où les Allemands descendaient les gens à la mitraillette parce qu'il n'y avait pas les gaz. Donc c'est beaucoup plus rationalisé. En plus de ça, il y a eu l'époque de l'épidémie de typhus, où même les soldats allemands attrapaient le typhus. Donc il y a eu un assainissement, il n'y a jamais eu un assainissement total, mais un pouce c'était la mort à Birkenau, c'est vrai. Donc on passait, quand on ne travaillait pas, à s'épouiller pour éviter de se faire attraper, quoi. Et puis alors... il fallait rester propre, c'était une lutte à mort pour ça, pour se rester propre. Alors moi, on m'enlève tous mes vêtements, je me rappelle plus même comment j'étais habillée. Il paraît que j'avais un pantalon de ski, mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est une copine m'a dit, tu avais été au sport d'hiver et tu revenais avec, tu avais une tenue de ski. Moi, je m'en souviens plus, c'est dans sa mémoire. Est-ce que j'avais, en tout cas, si je devais avoir un pantalon, ce n'était qu'un pantalon de ski, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pantalon pour les femmes. Donc peut-être j'avais un pantalon. En tout cas, moi, je me suis retrouvée avec des loupes épouvantables, et surtout, comme culotte, un caleçon kaki, long, un caleçon long d'homme kaki, puis j'avais une chaussure à talons et une chaussure à talons plats. Donc je boitais comme ça. Et j'avais une jupe qui arrivait jusque par terre, mais comme un chiffon. Puis je sais pas, je devais avoir un tricot, je sais pas grand-chose. Et on avait des grandes croix rouges dans le dos. Vous savez, pour qu'on ne s'évade pas. C'était des croix qui étaient faites avec comment ça s'appelle le produit pour sceller les lettres. De la cire. Hein? De la cire? De la cire. Ça devait être de la cire ou de la peinture rouge assez épaisse, quoi. Et je pense aussi aux ustensiles du camp, je veux dire... Alors là, il fallait... Alors, on n'avait rien. On n'avait qu'un bol. On nous distribuait un bol pour 5. Et il a fallu apprendre à se priver pour acheter une cuillère, pour avoir une gamelle, la voler ou l'acheter. Ou après, on nous a peut-être distribué des gamelles, je ne m'en rappelle pas pour la gamelle. En tout cas, je me rappelle que la cuillère, il fallait l'acheter. Ça valait une ration de pain. Donc j'apprends qu'il y a une bourse, il y a un marché dans Birkenau. Il y a un marché dans chaque camp d'échange. Tu peux échanger ton pain contre une cuillère. Donc il y a des morceaux, si vous voulez, c'est une économie qui part vers l'extérieur, mais avec des miettes qui restent à l'intérieur quand même. C'est ça qui a manqué à Bergen-Belsen. Il n'y avait plus de transport. Le drame de Bergen-Belsen, c'est le drame de l'absence de transport. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ça? Non. Pas vraiment comme ça, non. Ah bah pour moi, si. Parce que Birkenau, Auschwitz, c'était des camps organisés avec une rationalisation plus ou moins avec des failles. Mais quand même, pour moi, le bonheur de Bergen-Belsen, c'est qu'il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de crématoire, il n'y a plus de gaz. Mais il n'y a plus de transport. Il n'y a plus de miettes de ce qui arrivait des transports qui rentrent dans le camp. Il n'y a plus d'échange. Tu ne peux plus rien échanger. Donc tu meurs de faim. C'est pour ça que tu vois tous ces cadavres de Bergen-Belsen qui traînent partout, parce qu'il n'y a pas de crématoire pour les brûler, et on ne les ramasse plus, parce qu'il y en a partout. Il y en a trop. Tandis que Birkenau, c'est l'organisation stricte, militaire, avec toutes les failles de la bureaucratie. Mais pour moi, c'est quand même service. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Birkenau, qu'est-ce que vous y faites, hein? Eh ben, d'abord, j'essaie de éviter d'être attrapé pour les corvées. Donc, j'ai inventé un truc. Il y a les koyas, que vous connaissez. Il y a les paillasses. Et il y a des espèces de couvertures minables. Mais il y a quand même des couvertures. Comme c'est très militaire, vous l'avez déjà entendu, ça, non? Il faut bien plier les paillasses dans
latéralement, comme ça, dans le sens de horizontal. Comme ça, puisque les koyas sont 1,90 m sur 1,90 m à peu près. Donc il faut rassembler contre le mur où tu mets ta tête ou tes pieds, les paillasses l'une sur l'autre, avec les couvertures bien pliées en deux, et que la dernière couverture soit en angle droit et repose, le bout qui reste repose tout à fait à plat, mais très militairement, en angle droit, comme ça, sur la koya. Alors le coup, c'est de se faire cacher à l'intérieur. C'est-à-dire que tout de suite après l'appel, te trouver une copine qui accepte bien de te recouvrir entre les paillasses. Et comme ça, tu te fais pas piquer. Mais il faut du courage. Hein. Mais moi, je l'ai fait. Je suis pas la seule d'ailleurs. Vous l'avez fait souvent? Je l'ai fait. Je me souviens pas combien de fois j'ai fait. Mais je me souviens de l'avoir fait une fois. Je me souviens d'une fois, très précise, qu'il fallait attendre. Il y avait l'appel. Tout de suite à l'appel, il fallait pas aller se laver. Il fallait tout de suite rentrer à l'intérieur avant qu'on vienne te piquer. Te faire recouvrir comme ça en angle droit et attendre que le bloc soit désert, c'est-à-dire tous les matins il y avait une réunion des chefs de bloc, des blocs qu'elles testaient, des traductrices, parce qu'il y avait des traductrices, des chefs de Stube, c'est-à-dire de parties de bloc. Elles avaient la responsabilité d'une partie de bloc, elles avaient une koya pour elles toutes seules, ou elles étaient deux, elles, sur ces koyas. Nous, on était 6, 7, ça dépendait, plus même. Et sortir de là, pour pas te faire piquer, parce que tu pouvais plus rester là. Attendre que le bloc soit vide, t'entends plus rien, il n'y a plus personne dans les chambrettes, parce qu'ils avaient des petites chambrettes séparées. Et refaire le lit en angle droit, et foutre le camp se balader dans le camp. Donc moi je l'ai fait. J'ai fait ça. Et est-ce que vous vous souvenez de la capo ou de la blokova de votre... Ouais, elles étaient toutes des salopes. Elles nous battaient, elles étaient mauvaises. Et vous savez, quand vous étiez dans un bon commando, ce qu'elles vous disaient, tu m'as encore rien apporté. Parce que moi j'étais aussi dans un bon commando. Je travaillais au Canada. Un commando privilégié. Alors, vous avez commencé par quel commando? Alors, en fait, moi, j'ai commencé. Donc, d'abord, j'ai commencé à éviter les corvées. Après, j'étais affectée à un commando de travail, donc je suis passée au Lager B. Au Lager B, j'étais au bloc 27B, le dernier bloc, juste en face du crématoire, tout de suite. On voyait, en diagonale, hein, pas loin. Et donc, après, j'étais au bloc 27B, j'ai commencé à travailler par un commando qui s'appelait le commando 109. Il fallait casser des pierres, il fallait transporter des pierres, il fallait creuser des fossés le long des routes pour faire une route qui menait au crématoire numéro 5, qui n'était pas construite encore. Oh, c'est trop long, hein? Non? Et après, de cet endroit-là, j'ai travaillé aussi à transporter les ballasts ou les pierres, là, pour... on travaillait à tous ces commandos de pierres, de transport de cailloux, de tirer les wagonnets avec des cordes attachées à plusieurs, comme ça, quoi. Et puis après, j'ai été affectée. Ce que je dis dans mon film, c'est la vérité. J'ai toujours pensé que j'avais été affectée à ce commando du Canada, parce qu'il y avait une fille un jour qui avait relevé mon numéro de téléphone, enfin mon numéro de matricule, excusez-moi. Mon numéro de matricule, parce que je m'en sers de ce numéro pour mes valises et tout ça, comme ça j'oublie jamais mes numéros. Ils sont là. Et j'ai toujours pensé que c'était cette fille que je connaissais pas, qui avait eu sans doute une espèce de compassion pour cette gamine avec des petits cheveux roux. Qui avait relevé mon numéro et que ma copine avait dit dis que je suis ta sœur et que je l'avais pas dit. Mais après, j'ai une copine, les copines m'ont affirmé qu'on a été choisi par être choisi dans les rangs. Que je me suis raconté une histoire, je sais pas.
Je sais pas pourquoi. Parce qu'il faut dire que le Canada, c'était un peu une Alors chance le quand même. Canada, c'était le miracle. Non, il y avait d'autres mieux. Hein, de travailler à la Politische-Abteilung, d'être Lofering, c'est-à-dire coursière. Il y avait beaucoup de postes intéressants dans le camp. Mais travailler au triage des vêtements qui partaient en Allemagne, ça c'était quand même un paradis. Parce que tu pouvais en voler, tu pouvais rentrer des trucs, tu pouvais les négocier, tu pouvais... si tu prenais des risques, tu mettais une paire de chaussures 40 dans une paire de chaussures 40 quand tu as 33 de pointure. D'abord, tu trouves des meilleures chaussures. Tu sais que tu pourras les changer demain, tu vas en trouver d'autres. Donc tu peux tricher si tu n'es pas surveillé. Les SS roulaient en bicyclette sur les ballots, hein, avec des chiens, pour nous surveiller. Pour pas être prise pour des corvées, je me suis retrouvée avec une copine. Toutes les deux, on avait fait. Moi, je l'avais recouverte dans une koya. J'avais été recouverte par une autre dans une autre koya, je sais pas comment. Alors, on a des filles qui me disaient vous êtes complètement folle si vous vous faites piquer, mais elles avaient les jetons. Il faut pas avoir les jetons non plus, il faut avoir du courage. Donc, on avait réussi à. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Pour pas se faire piquer, on explorait le camp. On savait rien de ce camp, on savait même pas où on était, qui. C'était la Pologne, mais où la Pologne? J'ai jamais su où c'était en Pologne. J'ai découvert quand j'y suis retournée en 91, c'est tout. Je savais rien de cet endroit. Et il y avait des baraques vertes qui n'existent plus aujourd'hui, des baraques en bois. D'un côté, il y avait les baraques en briques du camp des femmes qu'on voit encore aujourd'hui, qui est de Birkenau. Et en face, il y avait des baraques en bois qui ont été détruites par les Polonais parce qu'ils avaient besoin du bois après la guerre, je sais pas quoi, ils ont tout détruit, ou ils sont venus chaparder ce qui restait dans ces lieux-là. Et il y avait des baraques de luxe. Enfin, de luxe pour Birkenau. Non, moi j'ai une question au sujet de l'époque où vous travaillez à côté du crématoire. Alors attendez, je voudrais finir ça. Dites-moi, pardon. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Donc on passe devant une baraque avec ma copine, la plus proche de moi de toutes ces années. Et on se dit, dis donc, on parle français dans cette baraque. Il y a des Françaises ici, parce qu'on savait rien. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était vraiment... On était là depuis peu de temps. Et on les entend dire... Et puis on voit des couvertures, bien meilleures que les nôtres. Oh là là, dis donc, elles sont vernies ici. Alors il y a des Françaises... Et il y a une Française qui sort, espèce de sale, je vais aller foutre en l'air, aller foutre le camp ailleurs. C'était les résistantes françaises. C'était les 200 communistes françaises, envoyées par erreur à Auschwitz, qui ont été ensuite envoyées à Ravensbrück, et qui ont pris en main carrément l'association de l'amicale juive après la guerre d'Auschwitz. Elle nous traitait de sales juives, des résistantes françaises. Oui, j'avais une question tout à l'heure sur l'époque où vous avez travaillé à côté du crématoire, en face du crématoire. Moi, je me souviens, oui, mais c'est très vague. D'ailleurs, la souffrance qu'Anouk Aimé exprime dans le film, c'est la mienne. À mon avis, il y avait 2 endroits. Parce que je suis sûre que devant le... Parce que nous, on ne connaissait pas les numéros de crématoire. C'est aujourd'hui, on dit le numéro 2, le numéro 3, il n'y avait pas de numéro. On savait qu'il y avait 4 crématoires à Birkenau, et on les voyait flamber. Et nous, on a quand même travaillé à faire la route vers le crématoire numéro 5. Et donc, c'est parce que j'ai été punie. J'étais dans un commando de punis. Parce que des filles ont été attrapées. Quand j'ai travaillé au Canada, des filles du premier rang ont été attrapées comme ayant volé des choses. Il y avait des fouilles. C'était strictement surveillé, le Canada. Donc elles avaient des trucs. Ils n'ont pas fouillé tout le monde. Moi aussi, j'avais des trucs. Et c'est dans ces blocs-là que ces salopes de bloc LTC disaient « Alors, tu m'as rien apporté, tu travailles au Canada, toi, tu m'as rien apporté encore. » Ça veut dire que tu avais intérêt à lui porter quelque chose, parce que sinon tu allais recevoir la chague à la pelle ou comment. Vous comprenez ce que ça voulait dire? Et donc là, elles ont été piquées, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais tout notre commando a été puni. On a été retirés du Canada pour avoir volé. Tout le commando.
tout notre commando. Parce que si je pose cette question au sujet du crématoire et de la présence du crématoire dans le camp, oui. C'est aussi pour savoir dans l'esprit de l'enfant que vous étiez, ou de l'adulte que vous devenez, voilà, c'est savoir comment vous vivez ça, comment vous... Est-ce que c'est inéluctable. La grande plaisanterie, c'est on finira par la porte ou par la cheminée. Dans le camp. Dans le camp. On est sûr qu'on sortira jamais, qu'il laissera jamais un survivant exister pour les massacres. Parce qu'on les voit, les massacres. On les vit. On voit les gens qui font la queue, qui disparaissent, on voit les flammes, on voit la fumée, on voit tout le processus. On n'est pas dans la chambre à gaz, évidemment, mais on voit tout le processus. Et on le sait, on le connaît. On sait que tout le monde y passera. Et la dernière fois que je suis passée devant Mengele, c'était en novembre 1944. Je crois que Himmler a fait suspendre les gaz le 11 novembre. C'est une des dernières sélections que j'ai vécues. Pour partir à Bergen-Belsen. Il y a eu des gens à droite, à gauche, là je me rappelle. Je passais mes joues, j'avais des trous, des énormes trous ici, comme ça. Purulents, que je cachais avec mes loupes, que je tenais à la main. Mes chiffons. Ouais. On perdait ses copines, on perdait tout, et puis on finissait par... Et puis les copines, on savait plus qui c'était les copines. Puis on savait plus comment s'appelait ton frère, on se souvenait plus du visage de sa mère, on était dans une espèce de folie, de manque de manger, de soif, d'espèce d'état un peu dérapant. Je pense qu'on dérapait un peu. Le manque de nourriture, à la longue, ça rend fou, non? Et puis on s'habitue. On est obligé. On ne peut pas survivre si on ne s'habitue pas. On est obligé. Alors on est adaptable à merci, c'est ça l'horreur. C'est cette adaptation qui fait que ce qui était totalement normal quand vous êtes arrivé devient la normalité. Mais ce qu'il faut, c'est tenir. Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut être fort. Moi, j'étais très malade quand j'ai eu les crises de paludisme ou de malaria. On disait que les Grecs avaient apporté les crises de malaria, des transports du Sud. Mais les Grecs, on savait qu'elles allaient mourir. Moi, ce qui me fondait le cœur, c'était les Grecs et les Italiennes. Elles ne pouvaient pas tenir le coup. Mais les Françaises, quand tu venais du Nord, quand tu avais vécu dur, t'étais pas comme les Ukrainiennes, elles tenaient beaucoup plus longtemps que vous. Et puis, c'était des sauvages. Elles étaient prêtes à tout. Comment elles volaient les cubes de soupe, c'était incroyable, les Ukrainiennes. À 6h du matin, à 5h du matin, il fallait les chercher. C'était des déportés du bloc qui devaient aller les chercher. Elles avaient droit à une ration de soupe en plus si elles allaient chercher les cubes. Donc il y avait beaucoup de volontaires. Elles se faisaient dévaliser par les Ukrainiennes en cours de route. Se jetaient sur vous. Vous n'avez pas vu le film C'est pas un grand film. C'était un film qui m'avait beaucoup impressionné quand il a été fait par Andrzej Munk, par ce metteur en scène polonais qui est mort pendant le tournage de son film qui s'appelait comment qui est montré dans la liste des films de la Bibliothèque nationale de France. Oui, qui s'appelle La Passagère, où une déportée reconnaît une schleu, disons une boche. Hein. Nous on disait les boches. Hein. SS du corps. S'il y en avait une qui était très belle, moi je me rappelle qu'il y en avait une très belle. Mais ce film, il est intéressant, surtout moins par cette histoire que par les seconds plans du film. Il y a une réalité du camp dans les seconds plans
des gens justement des bonnes femmes qui se jettent sur des cubeles de soupe, la difficulté de la boue qui s'accroche à vos godasses en bois. Vous voyez, des scènes de la vie quotidienne du camp qui rend quelque chose qu'on peut sentir dans ce très mauvais film qui est un film pro-communiste, La dernière étape. Vous l'avez vu? C'est un mauvais film. Mais il a une qualité. C'est comme il a été tourné en 1946. Il y a une authenticité des costumes, parce que c'est les costumes encore abandonnés, que les paysans n'ont pas encore pillés ou qui ont été protégés par les communistes du coin, ou j'en sais rien. Et l'atmosphère générale, les plans généraux qu'elle a reconstitués dans le camp sont très bons. Le reste, c'est de la merde, le film. Moi, je l'ai défendu, parce que des gens l'attaquaient et que tu n'as pas le droit de laisser attaquer, même si elle a pris un parti, ou si elle n'est pas restée longtemps à Auschwitz, c'est pas son problème. Elle a été quand même à Auschwitz, cette femme, elle était communiste, elle était partisan. Moi, je respecte beaucoup les partisans, je respecte beaucoup ce peuple russe qui a donné officiellement 20 millions, mais si vous parlez aux Russes, ils disent c'est pas vrai. Le double, facilement. Donc il faut avoir ce respect de ceux qui nous ont libérés, c'est les Russes. C'est eux qui se sont battus, beaucoup plus que les autres. Donc, je ne vais pas avoir des idées, même si les communistes français sont mal conduits avec moi dans le camp. Non, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est quand même eux qui nous ont... S'il n'y avait pas eu les Russes, on ne serait pas... C'était autre chose, voilà. Alors, toujours sur cette période où vous êtes à Birkenau, est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe au mois d'octobre 1944? Ah oui, parce que moi, je suis là. C'est ça, c'est ce dont je me souviens le plus. Mais alors, est-ce que j'étais du côté du crématoire numéro 5? Ou est-ce que j'étais du côté du crématoire numéro 1, numéro 2 de Birkenau, où il y a eu aussi des fosses, des deux côtés, mais qui sont invisibles maintenant à cause de l'horreur de ce monument qu'ils ont construit en détruisant une partie du camp. Cette partie du crématoire, autour du crématoire numéro 2, qui change complètement son aspect. Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai toujours cherché, je n'ai jamais pu trouver. Je suis toujours dans les failles de cette mémoire-là. Mais je me souviens qu'il y a eu la révolte en octobre 1944 de la révolte du crématoire numéro 2 et numéro 4, du Sonderkommando. Ça, je me souviens bien, on les enviait parce qu'on savait qu'ils bouffaient mieux et tout. On ne savait pas ce qu'ils faisaient. On savait ce qu'ils faisaient, mais on pensait surtout qu'ils étaient sûrement mieux nourris que nous parce qu'il fallait le faire, ce boulot. Puis surtout, moi, il y a eu un Français qui a travaillé. Vous savez ça? Il est mort. Vous savez? Comment il s'appelle? Son nom, je sais pas. Il s'appelle Nat Lillenstein. Il était réalisateur à la télé. Il a fait un très beau film sur les révolutionnaires du Yiddishland. Il y a un film qu'il a fait qui s'appelle Les révolutionnaires du Yiddishland. Lui, il a travaillé comme suppléant au crématoire. Il venait juste d'arriver. Il était arrivé en juin 1944. Il a été pris comme suppléant parce qu'il n'y avait plus assez de bras à cause de tous les Hongrois qui arrivaient, 8-10 transports par jour. Il fallait les liquider. Et donc, il a été remis dans les rangs. Il a échappé à la disparition parce que comme il était suppléant et la bureaucratie fonctionnait, ils l'ont remis dans son bloc. Parce qu'il n'était pas inscrit comme dans un commando de Sonderkommando, mais comme supplément, quoi. Puis ils l'ont remis au bout d'un certain temps. Mais lui, il a travaillé au crématoire, et alors, j'aime autant dire qu'il s'en est jamais sorti vraiment. Remarquez, peut-être que je m'en suis pas sorti non plus moi-même. Ouais, on trimballe cette histoire toute seule, on peut pas s'en défaire. Comment vous quittez alors les derniers jours? Alors, le Birkenau, alors moi j'assiste à la révolte. Qui nous appellent pour nous enfuir avec nous, mais on n'est pas en état. Vous savez, moi, je suis très maigre en ce moment, mais je devais avoir 7-8 kilos de moins encore. Je devais avoir 25, 27 kilos, 28, 30 kilos, je sais pas.
un fil. Et là, on les revoit, ils reviennent, et puis ils seront tous gazés. Hein. Ils ont tous gazé les 280 ou les 480 qu'ils ont réussi à sauver, qu'ils ont retrouvés dans la forêt au fur et à mesure, quoi. Mais il y a eu des Allemands tués aussi, quand même. Il y a eu des Allemands tués, directement dans les miradors. Donc je suis là parce que je suis en train de creuser des fosses pour brûler les Hongrois. Et là-dessus, j'ai occulté pendant 50 ans. Je m'en suis jamais souvenu. Jusqu'au jour où une de mes copines m'a dit, tu te rappelles, par hasard, je la voyais jamais. Vous savez, pendant longtemps, j'ai fui tout ce monde. Il fallait survivre, il fallait se geler de l'intérieur, on ne pouvait pas vivre. On était devenus tellement durs. Il fallait retrouver la tendresse en nous aussi. Il a fallu beaucoup d'années pour ça, et puis encore, je suis dure. J'ai cette dureté des gens qui ont vraiment payé. C'est une dureté très spéciale, hein. Mais moi, pendant longtemps, j'ai lutté contre. Il m'a fallu longtemps pour en prendre conscience. Et il m'a fallu longtemps pour m'en défaire. Est-ce que j'en suis défaite? Je pense pas. Mais je le sais. Donc je fais attention quand même. Ne pas l'être trop. Donc la fin, les derniers jours que vous passez à Alors Auschwitz, les derniers jours que je passe à Birkenau, c'est les derniers jours, je pense, des sélections. Et la plus grande, celle que je vivrai encore, c'est cette sélection devant Mengele pour partir, pour être envoyé en transport. On ne sait pas pourquoi, mais on apprendra que quand on arrivera à Bergen-Belsen, que c'est pour, soi-disant, on dort, mais on respire, il n'y a plus de gaz. C'est le paradis. Il n'y a plus de gaz. De Bergen, ensuite, vous allez aller... De Bergen, je serai envoyé en transport dans une usine de Juncker pour fabriquer... C'est soi-disant, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vécu. C'est soi-disant un Allemand qui aurait dit à la chef de bloc, il vaut mieux partir. Il ne faut pas rester ici. Et qu'il y avait des transports pour aller travailler dans des usines. Et que la chef de bloc nous a conseillé, c'était une Française, nous a conseillé de partir de Belsen parce que c'était l'horreur, c'était l'arrivée des marches de la mort. C'était affreux. C'était affreux, il n'y avait plus à bouffer, il y avait de moins en moins à bouffer, il y avait de plus en plus de monde, les cadavres se baladaient dans la neige. Je me rappelle d'une nuit où ils ont voulu nous compter, Kramer était revenu, toute la brigade, toute la structure, la superstructure SS de Birkenau. Au début, c'était bien Bergen-Belsen parce que c'était cool. On ne faisait pas grand-chose, on nous faisait porter des planches, c'était moins dur que Birkenau, c'était moins strict, moins sévère, moins rigoureux. Et puis petit à petit, la dureté est revenue parce que toute la superstructure SS de Birkenau est arrivée à Bergen-Belsen. Et là, ça c'est de revenu. Ils nous ont sortis un à un pour nous compter. C'était le 1er janvier ou un soir de Noël. On était presque pieds nus dans la neige. On n'avait rien, on mourait de froid. Et une copine m'a dit, tu nous racontais de si belles histoires. Je n'ai jamais su quelles histoires je leur racontais. Jamais su. Et donc de là, je suis envoyée à Ragun, près de Leipzig, à 30 km près de Dessau, donc en Saxe. Et là, le bonheur, il y a les bombardements anglais, c'est génial. C'est pour ça que quand il y a eu les bombardements en Afghanistan, j'ai dit à Gonzès qui me disait « Ah oui, tu te rends compte, ils les bombardent ?» Je dis « Mais dis donc, les gens, ils sont peut-être contents là-bas d'être bombardés. Ils en ont peut-être marre de leurs talibans. Vous voyez ça avec un humanisme primitif, imbécile.
Moi, j'étais contente quand les Anglais, même si je risquais de mourir, je m'en foutais pas mal, pourvu qu'ils bombardent. Et ça, les gens n'ont pas la mesure des choses ici, aujourd'hui, du tout. Et ça les conduit, ça m'a conduit moi-même d'ailleurs, puisque pour avoir la paix après la guerre, il valait mieux s'appeler Loridan que Rosenberg. Donc j'ai épousé un monsieur qui s'appelait Loridan. Et puis on s'est séparés, mais j'ai gardé son nom pour avoir la paix. Pour ne plus avoir... Et aussi, peut-être aussi de ces juifs, je ne le dis pas du tout dans un sens péjoratif, d'avoir tant voulu se fondre dans une universalité qui n'est pas la mienne. Mais il m'a fallu combien de dizaines d'années pour le comprendre. Il m'a fallu une crise politique, une crise philosophique, une remise en question, et à mon mari aussi, Joris Ivens, une remise en question dans les années, fin des années 70, de tout notre vécu, de tout son vécu à lui, c'est-à-dire de 80 ans, lui, 85 ans. Et moi, d'avoir cru comme ça à la générosité, je n'étais pas plus marxiste que Pape, j'avais pas plus lu Marx que Engels, je m'en foutais pas mal, mais j'étais pour la lutte des peuples, je croyais que c'était plus important qu'Israël, je pensais qu'Israël, ça se réglerait dans le global de transformation du monde, j'étais en pleine utopie, et c'était très bien jusqu'au moment où ça s'est cassé la gueule, et que j'étais gauchiste. Je ne renie rien, c'est mon chemin. Il a fallu le temps qu'il a fallu, mais moi j'ai tiré les leçons. Moi je sais aujourd'hui où je suis, et je suis très inquiète. Je ne vous le cache pas. Parce que Chirac a peut-être ses juifs, mais il y en a d'autres. Chirac, peut-être les États européens veulent protéger leurs juifs, parce qu'ils ont quand même ce sentiment que quand même l'Europe porte une... Il n'y a pas qu'Hitler. La culpabilité et la criminalité, elle est pratiquement généralisée en Europe, pour moi. Mais ce que je pense, c'est que si la politique arabe de l'Europe ne change pas, ce sera peut-être les Juifs d'abord, mais après ce sera les chrétiens. Et peut-être qu'ils ne l'ont pas compris encore. Mais ce sera d'abord les Juifs. Ça veut dire peut-être qu'on s'achemine dans l'inconscient collectif et dans le conscient de quelques personnes vers une solution finale acceptable. Comment ça ? Une solution finale par les Arabes, puisque les Israéliens sont des fascistes et des nazis, c'est tellement plus acceptable puisqu'on a ces victimes, les Palestiniens. Puisqu'on identifie les victimes aujourd'hui. À quoi ? À l'ancienne classe ouvrière. Et qu'on identifie Israël à la colonisation européenne. Donc moi, je suis très inquiète pour l'avenir. Si j'ai quelque chose à dire, c'est ça. Et je vois que... Moi, j'ai eu je ne peux pas dire la prémonition, mais l'intuition, par l'expérience politique que j'ai eue, dont j'ai tiré les leçons, c'est jamais la gauche qui fait la paix. La gauche est incapable de faire la paix. La gauche, elle est bêtement humaniste. Elle est bêtement laxiste. Elle a toujours peur de prendre des risques. Elle a tellement peur d'être accusée de... Donc elle ne fait pas grand-chose. Donc c'est Nixon qui fait la paix. C'est De Gaulle qui fait la paix avec l'Algérie. Et c'est Sharon qui fera peut-être la paix avec Israël. Mais un autre, le Sharon, qui n'est pas acceptable par les Européens, mais qui est très acceptable pour moi. Parce que s'il a une responsabilité concernant Sabra et Shatila, il l'a payé pendant 20 ans dans son propre pays. Et personne ne peut en dire autant à l'égard de beaucoup de gens ici. Voilà ce que je pense. En fait, il y a un moment qu'on a peut-être éludé aussi au cours de cette passionnante discussion, c'est les derniers temps, en fait, Alors les derniers temps, oui, voilà. Alors moi, je ferai la marche de la mort plus tard.
Je la ferai en avril 40. Alors, je suis dans un petit camp. Je sais pas combien de centaines on est. On n'est pas beaucoup. Et il y a beaucoup de Françaises, des transports de 43, de 44. Comment on s'est retrouvés là, j'en sais rien. Et c'est un petit camp où, tout d'un coup, pour un coup, on a le plus beau cadeau. Les gardiennes, c'est des grosses paysannes, assez braves, qui nous donnent le plus beau cadeau du monde. Elles nous donnent une robe rayée. Notre rêve a toujours été d'avoir une robe rayée. Parce que la robe rayée, ça symbolise l'intégration. Et puis c'est plus propre. Ça cache tout. On peut mettre ce qu'on veut sous la robe rayée. Tandis que là, on est toujours habillés comme des pouilleuses, comme des gens que vous voyez dans la rue, mal vêtus, sales, des lumps, des chiffons. Et là, on a des robes rayées avec une belle croix rouge dans le dos. Et vous savez ce qu'elles nous apportent? Elles nous apportent du fil et des aiguilles pour les mettre à notre taille. Alors là, on est sur le cul. Alors là, on est dans un petit camp sympa. Elle nous apporte un pain entier, pas beaucoup de soupe, mais elle est bien meilleure, c'est des vrais légumes. Et nous, on n'en sait rien. Elles nous le disent pas, on bouffe tout le pain. C'est la première fois qu'on a un pain entier. Mais elles nous ont pas dit que c'était pour 8 jours. On mourra de faim après. Ça va être l'horreur. L'horreur. Mais, voilà, alors, vous savez ce qui se passe. La mode, il y avait une mode vestimentaire à Birkenau, vous êtes au courant? On vous l'a pas dit? Dites-moi. Hein? Dites. Il y avait la mode, les femmes, la mode c'était des bottes noires, bien cirées, les chefs de bloc, tout ça. Les SS, comme les SS. Les robes rayées, elles se faisaient des lits d'abeilles ici, sur les robes rayées. Et elles portaient des grands tabliers noirs polonais. Vous savez, des grands, avec comme une sorte de grand bavoir, avec des grandes bretelles croisées dans le dos, et un tablier qui prend presque toute la jupe. À l'ancienne, je sais pas, des vieux tabliers de paysannes, des foulards sur la tête, mais des beaux. Donc nous, on est tout d'un coup habillés toutes pareilles, on a des robes rayées, qu'on perdra après parce qu'elles sont pleines de poux, bien sûr. Et puis, mais le camp se durcit quand le camp est repris en main par Kramer. Parce que ce camp dépend de Bergen-Belsen. Et lui, il envoie ses hommes à lui, ses femmes à lui. Et là, ça sera reprise par les SS. Les vrais, les birkeniennes, bien formées. Vous voyez? Et donc, on sera là jusqu'au mois de... Alors, moi, je travaille de nuit dans une usine. Je travaille à une fraiseuse. Vous savez, c'est fraiseuse, je suis petite. On me met un petit banc, puis j'étais emportée par la machine. J'étais emportée, j'ai été blessée là. Mais bon, il faut rien dire, alors je suis restée comme ça. Puis je suis restée avec une éventration. J'ai vécu avec une éventration pendant des mois, que j'ai cachée pour pas être envoyée à la chambre à gaz à Birkenau, parce que j'avais été opérée d'une hernie ombilicale, et j'ai fait une éventration à cause de travaux trop lourds, quoi. Mais j'ai toujours caché parce que je voulais pas aller au Révire, moi. Je savais que le Révire, c'est l'antichambre de la chambre à gaz. Donc, voilà, j'étais pas soignée, j'étais comme ça, mais j'ai continué à travailler toujours. Et il y a eu un Allemand dans ma vie qui m'a fait un geste devant ma jeunesse et sans doute ma petite taille et le fait que j'avais été emportée par la machine. Il m'a dit un jour, un civil arbeiter, il m'a dit, tu sais, dans le tiroir là, il y a quelque chose pour toi. Et je suis allée chercher, c'était des épluchures de pommes de terre. Cadeau majeur, que j'ai mangé volontiers. Cru. Et donc là, jusqu'au mois d'avril, tout d'un coup, les Américains étaient à 18 km. Et c'était la panique dans le camp, on essayait tous d'essayer de s'évader, de ne pas partir, ça suffit, on en a marre. Il y a eu une sorte de vent de panique, il fallait se mettre en rang pour aller prendre le train à Leipzig. Et moi, je me suis cachée avec une copine, vous êtes au courant, non? Je me suis cachée dans un cercueil pendant plusieurs heures, avec ma petite copine, elle n'était pas plus grande que moi. Il y a un petit bout de pain, un quignon de pain.
Et le camp s'est vidé. Et on était toujours dans notre cercueil. On n'entendait plus rien, on a soulevé le couvercle. Puis on a dit on attend. Et puis ils sont revenus parce qu'il en manquait 2. Ils nous ont trouvés. Ils nous ont battus à mort. Ils nous ont mis dans le camp des typhiques, des malades. Donc j'ai voyagé pendant 10 jours avec des malades du typhus où il y avait plus combien de cadavres quand je suis arrivé à Theresienstadt. Il y avait plein de cadavres. Donc de Theresienstadt, ensuite vous... Theresienstadt, il y a eu les Russes qui nous ont libérés. Il paraît que les Américains aussi, mais je ne les ai jamais vus. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai vu que les Russes, et puis qu'on mangeait de la soupe de Krupnik, d'orge perlée, et qu'il valait mieux manger la soupe d'orge perlée que les rations américaines, parce qu'au moins, on n'était pas malade. Et qu'il y a eu une espèce de panique. On a dit qu'il y avait notre transport de Ragoun a été le premier transport de camp de la mort et de la marche de la mort, parce que ça a été l'horreur, le voyage pendant 10 jours. Il n'y avait plus rien à bouffer, le train s'arrêtait partout, il y avait des bombardements, il s'arrêtait dans des gares, les trains juifs étaient prioritaires pour je ne sais pas quoi. Mais on buvait l'eau des machines, on suppliait les types de locomotives de nous donner l'eau. On bouffait ce qu'on trouvait s'il y avait des pissenlits. C'était l'horreur, on n'avait plus rien. Moi, j'ai voyagé dans mon wagon, il y avait 15 cadavres, les uns superposés les unes sur les autres. Et je me rappelle qu'il y en avait une qui était morte, elle avait laissé un bout de pain. Et pendant plusieurs jours, j'osais pas prendre ce pain qui était quand même pain d'une morte, quoi. Puis finalement, je l'ai pris. Puis je dis, je peux pas le dire à ma copine, parce que si elle entend pain, les autres vont l'entendre aussi. Donc dans une nuit, quand j'ai eu le courage, je l'ai attrapé près de moi, ma copine, et on a partagé le pain, et je lui ai dit, tais-toi. Et qu'on a mangé ce petit bout de pain de cette morte. Je ne sais pas qu'elle avait gardé, elle était morte. Qu'on a mangé, et on est arrivé à Theresienstadt. Je sais pas, c'était l'horreur. Imaginez un train de déportés rentrant en France. Parce que là-bas, c'était un ghetto, ils attendaient leur tour d'être déportés. Ils ne savaient pas ce que c'est, la déportation. Ils croyaient aussi, puis de Chipoy, on travaillera, on se verra tous les dimanches. Quand même, ils avaient l'expérience déjà du ghetto et de cette vitrine avec ses faux théâtres, avec ces faux bistrots qu'ils avaient filmés, où ils jouaient une pièce de théâtre juste 1 heure pour montrer qu'il y avait du théâtre, où les juifs prenaient la bière dans les bistrots sur des terrasses. Mais nous, quand ils ont ouvert les wagons, les gens pleuraient. Ils nous ont apporté du sucre qu'on n'avait jamais vu depuis des mois. Les gens se sont battus pour un morceau de sucre, pour un bout de pain blanc. Les gens se battaient, c'était... J'en ai gardé un souvenir abominable de cette arrivée. Et de ce qu'on était comme des bêtes humaines. C'était affreux. Après, on a été mis dans une caserne, et puis, je sais pas, à un moment donné, on a eu un colis de la Croix-Rouge. Mais c'est toujours pareil. J'étais trop petite pour avoir une vision de la globalité. Je suis pas un bon témoin. Il y a des témoins qui vous raconteront plus loin que leur nez. Moi, je ne peux faire que ça. Mais quand même, il y a eu le bruit qui a couru que nous, on était mis en quarantaine parce qu'on avait apporté une épidémie de typhus au camp, au ghetto, et que plus personne ne pouvait rentrer et sortir. Il y a des copines qui ont rencontré des prisonniers de guerre, qui leur ont dit, nous, on s'en va. Et ben moi, je suis partie avec. Et soi-disant, ils avaient un camion, on pourrait aller jusqu'à Prague, ou aller en zone américaine pour se faire rapatrier, parce que les Russes rapatriaient pas. C'est le bruit qui a couru. J'étais victime d'une rumeur, puisque les autres sont rentrés bien avant moi. Finalement, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Et
Et on a été à Prague, jusqu'à Prague, derrière les troupes allemandes qui se rendaient. On marchait avec. Ils étaient devant, nous on était derrière. On s'arrêtait dans les villages, on dormait sur la paille. Quand on voyait un camp de Russes, on allait les voir, on montrait nos numéros. Les prisonniers, les gens qui parlaient russe essayaient d'expliquer qui on était, ils nous nourrissaient. On marchait au hasard de la rue, quoi, de la route, jusqu'à Prague. Et à Prague, je ne sais pas comment, c'est les prisonniers de guerre qui ont dû chercher des lieux de rapatriement. On s'est retrouvés dans un lycée transformé en dortoir. On a dormi là. Et puis après, on a appris qu'il y avait un train. Ah, c'est le début de la guerre froide, ça. Moi, je l'ai vécu. Qu'il y avait un train qui allait en zone américaine, parce que Prague, c'était russe. Donc, il fallait partir dans la zone américaine. Qu'il y avait un train qui partait vers la zone américaine. Et alors là, il y a un médecin français qui était militaire qui m'a mis une bande sur le ventre pour que ça s'aggrave pas plus, au moins jusqu'en France. Et puis, donc, on est montés tous dans ce train. Je sais pas combien il y avait de prisonniers. On était peut-être une dizaine de déportés. Et puis, on est arrivé au No Man's Land entre la zone américaine et russe. Et les Russes ont dit, nous, on va pas plus loin. Ceux qui veulent retourner à Prague, ils retournent avec nous. Si vous voulez aller en zone américaine, vous allez à pied. Alors, on s'est retrouvés à pied, mais il m'a fallu un mois après, hein. Et ça a été très long, hein. Et on a été ramassés par des troupes américaines, des jeeps. On leur a fait signe, ils nous sont arrêtés. Ils nous ont ramassés, on a expliqué qui on était. On a été logés dans les camps américains. Il y avait des Américains, des Australiens. C'est là que j'ai commencé à fumer mes premières cigarettes. Et puis après, les prisonniers ont cherché. On était tout près de Pilsen. Vous voyez où c'est? Et les prisonniers ont cherché s'il y avait un centre de rapatriement. Il y en avait un pour les prisonniers de guerre, mais ils ne voulaient pas nous rapatrier, nous. Parce que nous, on ne savait pas ce que c'était que ces déportés avec ces numéros. Personne ne connaissait. Ils avaient ordre de rapatrier les prisonniers, mais pas les déportés. Ils ne savaient pas ce que c'était. Des juifs avec un numéro, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient pas d'ordre. Alors les prisonniers ont protesté et ont dit si vous les rapatriez pas, si vous les prenez pas avec nous, nous on rentre pas. Et comme ça, on a pu rentrer dans un wagon à bestiaux. De nouveau, on est rentré en wagon bestiaux. On est parti d'abord en camion. On a eu des transports vraiment bizarres. Moi, on m'a volé tous mes vêtements dans une caserne où on dormait par terre. Il fallait attendre un autre transport. Vous savez, c'était le bordel, hein. C'était un bordel, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, on est arrivé à la frontière en Sarre, la française, et là, on nous a demandé si on avait une adresse, qui on était, d'où on venait. On nous a donné une culotte, je sais pas quoi, un pull, des bricoles. Et vous êtes arrivé à Paris Je suis quand? arrivé à l'hôtel Lutetia, je sais pas, assez tard. Bien après le mois de juin, juillet, vers la fin. Et là, c'est à l'hôtel Lutetia, on nous a foutu à poil de nouveau à les DDT. Mais ça, on l'avait à tous les coups. On était couverts de poux, de gale. Moi, j'ai apporté la gale à toute ma famille. Puis ils ont recherché ma mère. Puis ils ont retrouvé ma mère. Et moi, j'ai demandé si mon père était rentré. À la façon dont ma mère ne m'a pas répondu, j'ai compris qu'il n'était pas rentré. Et je ne voulais pas rentrer. Et la maison de Bollène? J'avais peur. Ma mère était dans cette maison. Elle était là. Ouais. Elle avait été entièrement pillée. L'état-major allemand s'y était installé. Ma mère, en 1944, la maison était minée. Elle avait fait déminer par les Américains, parce que la maison devait sauter après le départ de l'état-major. Mais leur dispositif n'a pas marché. Et ma mère a donné des tanks, des obus, tous les camions qui étaient là aux Américains. C'est les Américains qui ont monté. Il y avait de Clerc, mais avec les Américains, eux, ils ont été libérés par les Américains. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer la démarche qui vous a amené à faire ces deux films, hein?
Quels deux films? Bon, particulièrement le plus récent, parce que vous êtes exprimé là-dessus, vous disiez j'ai dû attendre 75 ans avant d'être capable de faire ce film de... C'est-à-dire, pendant longtemps, il y a eu cette phase de grand silence, où ce que j'entendais ne correspondait à rien de ce que j'avais vécu. D'abord, il y a eu la phase de ne pas pouvoir parler, de ne pas être entendu. Personne ne voulait savoir, même dans la famille. Quand mon frère, mon oncle, un des deux oncles qui a été arrêté et déporté de Malines en 1942 à Birkenau, qui avait un numéro 33 000 parmi les premiers, qui a été envoyé, il y a eu un commando de Birkenau qui a été envoyé pour déblayer le ghetto de Varsovie, après la révolte du ghetto, vous savez ça. Et il a fait partie de ce commando. Et c'est peu connu cette histoire. Et lui a réussi, comme il parlait couramment polonais, qu'il était polonais, il pouvait passer pour un polonais. Puis il n'avait pas le type juif, il avait un visage plutôt mongoloïde. On a l'impression qu'il y a dans notre famille un peu des Mongols. Il y a eu des tribus de je sais pas quoi qui ont dû se convertir au judaïsme, on n'en sait rien. Comment se sont faits les mélanges à partir de 1492, quand les Juifs sont montés vers le nord, quoi. Après l'obligation de quitter l'Espagne, et les répressions ici en France aussi et partout, et à la demande du roi de Pologne qui a dit qu'il voulait des Juifs. Vous êtes au courant de ça quand même? Bon, je ne vais pas la raconter, c'est pas la peine. On dormait tous par terre. Les gens, oui, ils ne comprenaient pas pourquoi on ne dormait pas dans les lits. Même ma mère, elle ne comprenait pas pourquoi je ne dormais pas dans un lit. Je dormais par terre. Elle ne comprenait pas d'où elle comprenait. Ils savaient, oui, ils savaient rien. Ils ne se rendaient pas compte. Le retour, pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'il y a un tel vacuum entre les gens qui n'ont pas vécu ça et nous, que les gens ne comprennent pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu. Ils sont obsédés pour une petite fille, est-ce qu'elle a été violée ou pas? C'est ça qui les intéresse, est-ce que c'est une enfant perdue ou pas? C'est tout. Et puis mon oncle, qui était à Birkenau et qui a été envoyé en transport de Birkenau au moment de la révolte du ghetto de Varsovie en 1943, qui a réussi à s'évader dans une charrette d'ordures, en se cachant sous des ordures, de sortir du ghetto de Varsovie, de rejoindre les partisans polonais, de cacher son numéro parce qu'ils étaient tous antisémites. Il a vécu avec son numéro caché pendant des mois, jusqu'à la fin de la guerre. Avec des partisans polonais, il a participé à la lutte des Polonais. Il n'a pas trouvé un réseau de résistance juif, il a trouvé un réseau... Il ne devait pas en avoir beaucoup de l'autre côté. Il a réussi à trouver des réseaux de résistance polonais. Il vivait dans les forêts avec eux, à se combattre, mais en cachant son numéro de matricule, ils étaient tous antisémites. Alors moi, voilà. Alors quand je rentre, je veux pas rentrer, mais je peux pas rester à l'hôtel Lutetia. Ils veulent pas me garder. Moi, je serais bien restée là, tranquille, ou qu'on m'envoie rejoindre mes copines quelque part. Je sais pas où elles étaient, mais qu'est-ce qu'elles étaient devenues, mes copines? J'ai une copine d'ailleurs qui revient dans ce groupe-là et qui me dit, tu vas voir, je vais retrouver mon mari et mon enfant. Puis tu vas venir vivre à la maison jusqu'à ce qu'on va retrouver ta famille. On est à l'hôtel Lutetia. Elle m'emmène chez elle, je ne connais pas Paris, moi c'est la première fois que je vois Paris. J'ai traversé la première fois Paris pour aller à Drancy, mais je ne suis pas de Paris, donc je ne connais pas Paris. Elle m'emmène chez elle, dans un appartement du 20e, je ne sais pas où. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, même comme boulot, rien. Et elle arrive, il y a la concierge, elle est toujours là, la concierge. Elle la voit, elle est blême.
Elle l'a fait rentrer. On est deux. Elle nous fait rentrer chez elle. Elle dit, mais vous savez pas, votre mari, il est parti avec une autre femme et je sais pas où est votre gosse. Oh, oh. Et l'appartement est occupé par d'autres gens. Occupé, c'est bien juif, occupé. Le mari s'est sauvé, et le gosse, on sait pas où il est, puis il paraît qu'il est avec une autre femme en plus. Alors la concierge dit, vous, je veux bien vous garder, mais l'autre... Là... Alors elle me ramène à l'hôtel Lutetia, elle repart. Je sais pas ce qu'elle fait, je la perds de vue. Puis il y a ce coup de téléphone, ils ont retrouvé ma mère, moi je veux pas rentrer, j'ai les jetons. Et quand j'arrive à Bolène, je me rappelle ce voyage, au moins 20 heures, combien d'heures dans ce train, où il y avait même pas de place assise, où on était debout dans les couloirs. Mais enfin, moi j'avais de l'endurance, c'était pas grave. Et où j'arrive à Bolène, il y a un petit garçon sur le quai de la gare, et mon oncle, qui a été déporté en 42, qui est là, qui me dit, ne raconte rien. Ne dis rien. Ils peuvent pas comprendre. Et ce petit garçon, qui me reconnaît à peine, qui est mon petit frère. Que ma mère, c'est là où je l'apprends, et ma sœur ont réussi, on sauve, que la femme chez qui ils étaient cachés a sauvé quand les Allemands ont envoyé quelqu'un pour prendre les 2 enfants pour les emmener en prison à Avignon. Et que la femme a refusé, et dès que ce type est parti, elle s'est sauvée avec les 2 enfants, et que personne ne voulait ouvrir la porte pour les recevoir, parce que c'était 2 petits juifs. Et que finalement elle a trouvé une famille, et que finalement elle a réussi à se contacter avec ma sœur, et que les enfants étaient emmenés dans un camion de la résistance dans les Cévennes, ou je sais pas où, chez des paysans où ils étaient cachés sous une fausse identité. Et ma mère cachée aussi chez des gens. Et là aussi, est-ce que vous vous souvenez du nom de cette dame qui a protégé vos 2 frères? Bien sûr. Bien sûr, je me souviens. Et avec ma sœur, on essaye de la faire nommer juste, parce que ma mère l'a pas fait. Et on ne retrouve personne de sa famille, on ne sait pas comment faire. Comment elle s'appelle? Touratier. Elle s'appelait Madame Touratier. Je crois qu'elle habitait avenue de Ségur ou avenue de Suffren. Mais comment la retrouver? Retrouver quelqu'un de sa famille. Voilà. Et donc mon oncle qui me dit, ne raconte rien, ne dis rien. Oh, et moi je suis comme une petite fille, une gamine, qui rêve encore. Parce qu'on rêvait, on disait, ah, tu verras après la guerre. Oh, si on sort vivant, oh, si on sort vivant. Au fond, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, ce 15 janvier 2005, c'est d'une certaine manière raconté. Mais dans l'une de vos interventions au sujet du film La petite prairie au boulot, que vous avez réalisé et dont vous êtes l'auteur, hein, vous dites que le cinéma apporte quelque chose de plus, permet de restituer quelque chose qui est encore lacunaire peut-être dans le témoonnage oral. Est-ce que vous pouvez expliciter ça? Non, voilà, ce que j'ai toujours été frappée, c'est qu'on a beaucoup d'émotions quand on entend des témoignages, parce qu'ils racontent des choses horribles, et qui sont absolument vraies, c'est sûr, ce que je ne mets pas du tout en doute. Mais c'est très éphémère, on ne va pas à l'intérieur des gens, on ne sent pas l'être dedans. Et surtout, on ne sent pas l'unicité de chaque individu. Parce que pour moi, ce qui a toujours été très frappant, c'est à quel point on a vécu collectivement les mêmes choses, mais que chacun de nous, et particulièrement chacune de nous, parce qu'on a toujours beaucoup plus parlé des hommes que du camp des femmes, qui était encore pire que le camp des hommes, qui était l'horreur absolue, beaucoup plus pire, parce que à cause de la spécificité même de la femme, de chaque femme, mais que chaque être est un être unique, et qu'en tant qu'être unique, chacun a sa propre expérience, on a tiré autre chose, et que c'est là où j'étais violemment contre les historiens qui disent on n'a plus besoin de témoignages, on sait tout. C'est pas vrai. C'est s'ils étaient sérieux avec eux-mêmes, c'est l'ensemble de l'histoire de chacune de ces personnes
survivante, vrai témoin, faux témoin, parce que jamais témoin jusqu'à la chambre à gaz, comme le dit lui-même Primo Levi. Ça veut dire les vrais témoins, ils sont pas là. Nous ne le sommes que par procuration. Mais on a chacun cette spécificité qui fait que l'ensemble de l'histoire, c'est la synthèse de toutes ces histoires. Et ça n'a jamais été fait. Et pour moi, faire ce film, c'était de partir de l'intérieur, de l'intimité la plus profonde, et de restituer sans fioriture, sans exagération, en étant très prudent, en évitant de s'octroyer des histoires peut-être plus dramatiques qui vous serviraient, qui serviraient votre discours, qui joueraient plus encore sur le chagrin, la compassion, la douleur. Non, c'est le fait nu, ça suffit à lui-même, c'est mon sentiment. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un film que personne ne pouvait faire, qui n'y avait vécu un temps de sa vie. Parce que cette expérience, personne ne l'a que celui qui l'a vécue. Et que moi, pour moi, le plus important, c'était montrer ce camp dans cette vastitude que personne n'avait jamais osé faire, ce travelling qui dure plus de 4 minutes, d'un bout à l'autre du camp. Et qu'il fallait pas avoir peur de montrer de peur d'ennuyer et de comment j'allais casser pour ne pas ennuyer. Donc j'ai eu toute une réflexion stylistique dans ce film qui n'est pas du tout apparente, parce que je savais que j'étais toujours sur le fil rouge entre documentaire et fiction, et que ce qui était important, c'était cette transmission qui apportait beaucoup plus profondément aux gens qui ne savent rien, plus que chaque témoignage, parce que dans le vécu, et qui donnait sa place à la violence à travers le silence, à travers le non-dit, à travers le rôle de vedette de ce camp, qui dit tout l'horreur en permanence. C'était pour moi, j'ai peut-être pas toujours été compris, j'ai été très critiquée par des gens qui feraient mieux de se taire. Parce que comment tu peux dire que je suis chez moi ici, mais je t'emmerde, moi, oui, c'est chez moi, je fais ce que je veux, là. Il y a des gens qui m'ont reproché cette phrase, de dire, parce que je pisse là, ben oui, je pisse, c'est mon territoire, c'est chez moi, je pisse où je veux, je fais ce que je veux dans ce camp. Et la sacralisation du camp m'était intolérante, et la transgression, je fais toutes les transgressions que je peux faire dans ce film, jusqu'à barrer le mot musée pour marquer camp. Et ça, je le revendique absolument face à des gens qui se croient les seuls survivants alors qu'ils n'y ont jamais été. Sinon, dans le discours, alors bien sûr, pourvu qu'on meure tous, c'est eux qui seront les survivants. Mais on les emmerde, moi je les emmerde ces gens-là. Et je respecte ce qu'ils ont fait, je respecte tous les films qui ont été faits. Ils ont chacun eu un certain rôle, sauf les imbécilités comme Train de vie et les imbécilités comme La vie est belle. Parce que d'accord, tu peux faire La vie est belle, mais tu dis d'abord la vérité. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas le droit de le faire comme tu l'as fait. Et tu n'as pas le droit de faire jouer ce petit gosse qui sait rien. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'enfant comme ça. Il n'y a pas eu d'enfant juif. Et s'il y en a eu, il ne savait pas, on ne lui racontait pas que c'était, qu'il allait gagner un tank. C'était pas vrai, c'est des mensonges. Je veux bien qu'on en fasse un conte, mais on joue le jeu. On dit la vérité d'abord. Il y a eu 6 millions de juifs et demi. Moi, j'essaye pour les petits-enfants de faire quelque chose d'autre. Mais on le dit, on joue pas. Ah, mais non, moi j'ai fait Auschwitz. Jamais. Alors qu'il n'y a qu'à Auschwitz qu'on numérotait. C'est ça, c'est la vérité. Et que forcément, quand on voit un numéro, c'est tout de suite Birkenau, Auschwitz. Et rien d'autre.
Voilà pourquoi j'ai fait ce film. Et finalement, moi, j'ai porté ce film pendant 35-40 ans. Je l'ai fait quand j'ai pu. J'ai donné 8 ans de ma vie pour être le plus précis possible et le plus... Surtout, ne pas trahir mes compagnes. Surtout, ne pas me servir de leurs histoires, parce que leurs histoires leur appartiennent. Et j'ai pas le droit de... Voilà. C'est ma position sur ce film. Sur cette intériorité de l'expérience vécue singulière que le film met effectivement en image, est-ce que c'est sur cette ligne-là dans laquelle il y a l'exigence de la précision et de la vérité chez vous, hein? Est-ce que c'est sur cette ligne-là que le film, et on l'apprend dès les premiers panneaux, que le film est un film de fiction, parce que le mot fiction figure là. Et on dit aussi, et ce film est aussi un événement dans ce sens, dans le sens où... Pas reconnu, hein. Alors justement, ma question c'est celle-ci. C'est une économie extrêmement subtile, cette articulation de la fiction et du témoignage. Oui. Parce que dire qu'un témoignage est une fiction est une chose absolument scandaleuse. Oui, totalement, mais moi je connais des gens qui m'ont dit « Mais comment tu vas faire un film de fiction à Birkenau ?» Mais quelle honte! Des cinéastes! Mais quelle honte! J'ai dit « Mais je t'emmerde, moi je fais ce que je veux. » Moi je pense que je dois passer par la transmission d'une actrice qui aura la capacité de donner de son émotion ce que moi je pourrais jamais donner dans le réel, du réel. Le réel apporte autre chose. Réel, il y en a eu beaucoup. Ça suffit. C'est la répétition. On est dans la répétition. Moi, je veux apporter cette spécificité de chaque individu et je ne peux le faire qu'avec la fiction. Il y a des gens qui me reprochent encore, non, c'est toi qui aurais dû le jouer. Je dis non, c'est jamais moi. Moi, je suis persuadée que j'avais raison. Peut-être j'ai eu tort, j'en sais rien. Alors, est-ce que c'est cette économie de la subtilité, vraiment d'aller à l'intériorité, de la singularité nue, du fait précis et vrai? Oui. Est-ce que c'est la fiction qui permet justement de témoigner dans un certain sens ce que ne fait pas l'entretien qu'on vient de faire, par exemple. Par la fiction, vous allez au-delà du réel. Vous avez cette capacité de saisir la quintessence du réel, mais de la restituer à travers la retenue, à travers les silences, à travers pas des paroles, à travers les images, la représentation visuel. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et c'était aussi très important parce que d'autant plus que je viens du cinéma documentaire, que j'en ai fait des quantités, que je sais la trahison aussi possible du cinéma documentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être loin de mon film ce que je vais dire, mais c'est toujours subjectif. Les gens, ils croient qu'ils font du cinéma objectif parce qu'ils te font un cadre. Et ben, non, tu fais du cinéma. Tu mets une caméra. Tu choisis la portion de réalité dont tu vas parler. Mais tu vas jamais à l'intériorité, à travers les émotions, à travers l'absence de parole, à travers le rôle du cinéma lui-même. Pour moi, c'était ça qui était l'essentiel. Et j'avais déjà commencé dans ce travail-là avec mon mari, dans un autre film, très connu, très célèbre, qui est devenu un film culte, qui s'appelle Une histoire de vent, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est déjà à la frontière entre l'imaginaire et le réel. Et ça, c'est pour moi le lieu le plus privilégié. Et si je travaille maintenant, c'est dans ce sens. Pour un autre film. Ce qui m'intéresse là aussi dans cette discussion... Je sais pas si je m'exprime bien. Vous exprimez bien et cette discussion est passionnante et malheureusement, là, ce sont les contraintes du dispositif technique documentaire dont on parle qui l'impose. On n'a peut-être pas trop de temps, mais dans ce temps court maintenant qui reste, ce qui m'intéresse dans cette articulation de fiction et témoignage, c'est au fond un certain point d'ignition, enfin de feu, de
de fusion peut-être, hein, Oui. qui est aussi l'un des centres de gravité ou l'un des points, un point focal, hein, quand on prend une loupe et qu'on Oui. fait passer les rayons du soleil, ça brûle au bout Oui. de l'œuvre de Paul Celan, où le mot cendre et où la question du poème Oui. et où la question du témoignage à travers le poème C'est se la même pose. Et la cendre est présente dans Et le dans mon le film, elle est totalement présente. Moi, je vais vous dire, même j'ai vécu une transe à Birkenau. J'ai vécu avec Elisabeth et j'ai pas pu la représenter parce que c'était trop. J'ai vécu une véritable transe. J'étais avec Elisabeth. Je veux pas dire ses origines, mais c'est des origines insoupçonnables. C'est des origines d'extrême droite, de famille d'extrême droite. Et elle, bon, elle a fait tout elle a fait tout ce chemin, hein. C'est une femme qui a fait un grand chemin, qui a écrit un livre admirable, qui a eu le prix du Sénat, hein, sur, elle a terminé une œuvre comme ça, sur la traduction du javanais, de l'équivalent de la Mahabharata pour l'Indonésie. Donc c'est une œuvre très importante, qu'elle signe sous un autre nom. Mais si vous le trouvez, c'est un admirable livre. Et bon, elle a fait un chemin mystique, elle. Moi, pas du tout. Moi, je suis je suis athée, juive, mais juive. C'est-à-dire, j'ai compris pourquoi je me suis appelée Loridan. Pourquoi j'ai choisi de m'appeler Loridan et pas Rosenberg. J'aurais voulu que ce film soit signé Rosenberg. C'était plus possible parce que dans le milieu, dans mon métier, ça fait depuis 1959 que je travaille dans cette profession. Le premier film, c'est un film sur la guerre d'Algérie qui a été interdit en France et interdit en Algérie. C'est pour vous dire. Après, j'ai fait des films en Chine, au Vietnam, la guerre du Vietnam avec mon mari. Ça, vous devez savoir, non? Vous avez regardé sur Internet ou le site de la Fondation Joris Ivens. Donc j'ai collaboré plus de 30 ans avec lui, on peut dire. C'est ce cheminement que nous avons fait ensemble, qui est déjà initié dans une histoire de vent. Mais pourquoi je vous parlais de ça là? On parle de ça parce que je pense j'ai prononcé le mot feu et vous êtes le feu. Oui. Vous. Et lui, Joris disait, on a fait une histoire de vent, toi t'as fait une histoire de feu, parce que toi t'es le feu. Alors on est parti d'abord du feu. On a cherché 1000 façons avec Elisabeth du feu dans les différentes cultures. On est parti du feu. La première version, ça s'appelait « Si le phénix ne meurt pas ». Et puis bon, de là, ça a évolué. Et la transe que j'ai vécue avec elle, je vais vous la raconter, c'est extraordinaire. Il m'a fallu 4 ans jusqu'à ce qu'elle me demande d'aller à Auschwitz. Je ne voulais pas lui dire « Je veux que tu viennes avec moi à Auschwitz ». Je ne lui ai jamais dit. J'ai attendu qu'elle me le demande. Parce qu'il fallait que ça vienne d'elle-même. Donc on a travaillé, on a eu des idées. Moi j'avais des rapports de transparence avec elle. J'avais été en 91, j'avais négocié le film Une histoire de vent avec avec les Polonais parce que je voulais pas aller en Pologne. Finalement j'ai accepté d'aller en Pologne présenter ce film au Festival de Varsovie à condition qu'ils m'aident à aller à Birkenau. J'ai dit je pouvais pas mettre les pieds en Pologne sans aller à Birkenau. Et il y avait des années que je voulais y aller, mais c'était... Je veux y aller, quoi, mais rien ne se passait. Et au bout de 4 ans, l'idée, c'est quand je suis allée la première fois à Birkenau en 91, où j'avais négocié le film contre mon voyage, j'y suis allée, et là, j'ai senti en moi une force incroyable. C'était l'horreur pour moi. En plus de ça, j'y suis allée avec ma petite sœur. Et ça a été d'autant plus l'horreur avec ma petite sœur. Parce que ma petite sœur l'a pas vécu. Et moi, je lui ai pas ramené son père. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Je n'ai pas ramené le père. Et pour une famille, c'est pas la sœur. Quand on est 5, on peut en perdre une. Mais un père, une mère, on peut pas perdre. C'est l'horreur. Et 2 enfants sont morts. D'avoir
Je vous raconte pas le vécu d'après la guerre, c'est l'horreur. Avec ma famille et le château et mon frère qui a cette maison à son nom. Et cette femme qui n'a pas voulu me sauver moi au camp et qui a sauvé ses 2 filles qui sont revenues et dont l'une va devenir ma belle-sœur. Donc je ne veux pas raconter tout ça. C'est trop privé, c'est personnel. Mais ça... Alors j'ai attendu donc qu'elle me dise « Je veux aller à Birkenau ». Elle a accepté en 96. On avait déjà écrit un scénario, on avait déjà beaucoup d'éléments, mais on n'avait pas le corps du film. Alors elle me dit, ou en 95, je ne me rappelle plus, elle me dit oui, maintenant il faut y aller parce que sinon moi, je ne peux pas travailler. J'avais déjà été travailler 1 mois avec elle en Indonésie et tout. Tout le fric que j'avais, c'était pour faire ce film. Alors, j'ai dit, chouette, alors on y va, formidable, c'est le bon moment, quoi. Faut y aller. Dans les 4 jours, dans les 5 jours, on est parti. On est resté 8 jours à Birkenau, on habitait à Cracovie, dans un hôtel pas du tout dans le quartier juif, parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait un quartier juif, on l'a découvert après, dans les jours où on était là. Et on habitait dans un hôtel dans la ville, un peu neutre, rien de spécial, pas comme les faux restaurants ou les faux hôtels que je décris dans le film. Et au début, c'est le mois de juin, j'ai dit, tu devrais aller visiter Auschwitz quand même, parce qu'il y a le musée, tu connais rien. Elle me dit, oh non, non, je veux d'abord voir Birkenau avec toi. Et les premiers jours, elle dit, écoute, je sais pas pourquoi, je sens rien du tout, je devrais pleurer, c'est affreux ici, je devrais. C'est pour ça qu'il y a cette séquence de la fille dans le film, qui dit, moi, il n'y a plus rien, il n'y a rien à voir. Je dis, il n'y a plus rien, il n'y a rien à voir, c'est affreux. Jusqu'au moment où, moi, je me suis dit, ça va lui tomber sur la tête, dingue. Effectivement, arrive le moment où elle craque. Mais craque, elle n'en peut plus, quoi. Elle craque d'émotion. Parce qu'elle reçoit, elle se protège, jusqu'au moment où elle craque. Et quand elle craque, alors là, on est de plus en plus proche, quoi. Parce qu'il fallait qu'elle craque pour qu'on écrive un bon scénario. C'est vrai, je vous assure, c'est comme ça. Enfin, pour ce film, pour un autre film, il y a plus de distance et chacun, c'est une autre histoire. Bon, donc voilà, alors on continue à visiter, on progresse, jusqu'au moment où on arrive au crématoire de là où je me dis, alors où c'était que je creusais, je suis folle, je cherche partout où je creusais. Mais si je creusais, j'étais près du crématoire. Mais est-ce que je pouvais... Si proche, j'ai des doutes sur ce qu'on m'a dit, sur ma copine. Vous savez, le plus grand truc qui m'est arrivé, c'est quand j'ai montré la première fois le film au cinéma des cinéastes. Non, oui, c'était là, ou je sais plus où il y avait plein d'anciens rescapés. Plein. Et des copines qui étaient avec moi. À la fin du film, il y a une fille qui se lève. Elle se jette dans les bras, elle me dit « Oui, c'était là, Marceline, on creusait vraiment. » Encore, j'y croyais pas après avoir fait le film. Est-ce que c'était vrai ou pas? Et il y a un homme, un sculpteur, qui se lève et qui dit « Oui, c'est mon histoire, c'est vrai, c'était comme ça. » Alors là, on pouvait me dire n'importe quoi, j'en avais rien à foutre. On aimait le film, on n'aimait pas le film, mais on foutait pas mal. On est près de ce crématoire. Il y a un orage qui se prépare. Il y a une espèce d'orage très violent, mais de chaleur. Alors, le rapport avec la chaleur qu'il faisait, l'orage qui commence, et la chaleur du sol fait que du crématoire, il sort des fumées. On a vécu comme un signe que du crématoire numéro 5 du Birkenau sortaient des fumées comme si les morts se rappelaient à nous en nous disant « Oui, on est là, continuez, faites-le, allez-y ». On est resté 8 jours là, c'était une transe incroyable. Moi, j'étais comme folle, j'ai dit « Mais c'est pas possible, ils sont encore là, il reste quelque chose ». En fait, c'était le rapport entre le chaud et la pluie, quoi, qui provoquait ces émanations sortant du sol, vous voyez.
Mais nous, on l'a vu comme un signe, un symbole, forcément. Et on est parti de là. On est rentré à Paris. En 3 semaines, on avait le film. En 3 semaines, on a écrit toute l'infrastructure du film. Après, j'ai perfectionné, amélioré. Elle a stoppé. Elle a dit, c'est fini, je ne peux pas aller plus loin. Il faut que tu trouves quelqu'un pour les dialogues. Je ne suis pas dialoguiste, je ne suis pas cinéaste, je ne suis rien du tout, je ne suis pas scénariste. Je ne peux pas aller plus loin. Et le film est pratiquement resté ce qu'il était. Cette infrastructure-là. Donc le corps du film était là. Donc après, on peut tout faire. On peut inventer, créer cette histoire de la boîte de nuit. On peut avoir cette délégation israélienne figée comme des morts dans le bloc de la mort. On peut inventer, on peut créer. Mais le corps du film. Et un film, il est réussi. Yoris, il disait toujours, un film, il est réussi. Si seulement 60% de ce que tu voulais y mettre est dedans. Alors là, tu peux être fier de toi. Mais évidemment, il faudrait encore 20% pour que ce soit un chef-d'œuvre. Alors peut-être que ça en est un, peut-être que ça en est pas un, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors oui, le style, il est venu déjà de... Vous l'avez vu, l'histoire de vent, non? Non. C'est un superbe film. C'est magnifique. C'est Yoris qui joue, c'est moi qui le dirige. Et c'est entre l'imaginaire et vraiment et le réel. C'est entre Lumière et Méliès, avec des inventions poétiques. C'est l'histoire d'un homme qui part à la quête du vent, qui veut capturer le vent dans une Chine de contes et de réels d'aujourd'hui, à travers les légendes chinoises aussi, et qui raconte l'histoire d'un vieil homme qui cherche le souffle, qui cherche le qui, pour être en harmonie avec l'univers. Voilà. Ce que vous dites là... C'est tout le rapport entre le dedans et le dehors, entre le microcosme et le macrocosme. Il y avait déjà cette obsession dans ce premier film. Ce que vous dites là me semble être aussi un peu... enfin, il me semble en avoir trouvé une citation dans La Petite Prairie au boulot, et qui touche aussi à tout ce que nous avons échangé sur la difficulté du témoignage et l'articulation entre le témoignage et la fiction. Anouk Aimée, qui joue le rôle de Myriam dans le film, dit à un moment « Je cherche l'invisible ». Oui, ben oui. Parce que moi, quand je vais à Birkenau, je suis saisie par l'invisible pour vous. Parce qu'il n'est plus là. Moi, j'entends les cris, j'entends les bruits, je les vois les gens, je vois leurs vêtements, je les vois traîner leurs galoches, je vois ceux qui vont mourir, je les vois sur leur visage. Je savais les gens qui allaient mourir. Et même dans mon transport, il y avait une voyante. Il y avait une voyante, j'en parle d'ailleurs dans le film. Je dis un tel la voyante. Elle voyait les gens qui allaient mourir. Elle est devenue voyante exorciste. C'est-à-dire, non pas exorciste, maléfique. Elle piquait des corps. Elle piquait des corps pour faire mourir les gens. Après le camp. Quand des gens venaient lui dire « Un tel m'a fait du mal, il faut que tu piques ça et ça ». Elle était devenue voyante maléfique. Non, mais mon petit frère, quand il était en crise, il se transformait en SS. Et il m'envoyait dans les camps. Je pense que dans son inconscient, il m'a jamais pardonné de ne pas avoir ramené son père. Et j'ai toujours vécu le sentiment entre mes petits frères et sœurs et moi, que j'adore, que j'ai pas su sauver, peut-être. Pas ma petite sœur, mais ma sœur aînée, mon petit frère, que j'ai pas ramené leur père. Et que c'était pas moi qui aurais dû revenir, mais c'était leur peur. Et ce feu dont vous parlez, qui est chez Ceylan, il est à l'intérieur de moi. Russe, il disait, moi je suis le vent, toi t'es le feu, il faut que tu fasses un film sur le feu. Et peut-être il me reste encore un film à faire sur le feu, je ne sais pas. C'est drôle que vous me disiez ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si ça vous servira ou si ça correspond au désir, au desiderata traditionnel des témoignages.